Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et de Jean-Nicolas Boucher. Vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Yo. Hey, bonsoir, je suis content d'être parmi vous. Oh non, écoute, t'es enjoué, hein? C'est une belle entrée en la matière, ça, Jean-Nic. On va avoir du plaisir. Ouais, on n'a pas le choix. Gros line-up aujourd'hui. On reviendra entre autres sur Falcon and the Winter Soldier. On n'en a pas beaucoup parlé la dernière fois parce qu'on avait, je pense, un épisode d'écouter seulement à ce moment-là. Puis on a comme fait un peu de rattrapage cette semaine parce que par question de justice dans une émission qui s'appelle Les Injustes, on veut quand même, on a parlé de WandaVision, on va sûrement parler de Loki, fait que, on va parler de Falcon and the Winter aussi, Winter Soldier aussi, on va essayer de les faire, on va se rendre tout le monde en même temps à la phase 4, fait qu'on va essayer d'en parler le plus possible, fait qu'on va y revenir aujourd'hui là-dessus. On va parler de notre maison d'édition chouchou AWA, si vous n'avez pas encore lu ce qu'on vous a suggéré la dernière fois, ben ça sera peut-être l'occasion de sauter cette fois-là dans le train, parce que, il n'y a rien vraiment qui se suit. Là. C'est comme plein de petites épées, de petites histoires qui auront des volumes 2 éventuellement dans certains cas, qui n'en auront pas dans d'autres cas. On vous revient avec ça parce qu'il y en a des nouveaux qui sont rentrés. Parlant de séries télé, on reviendra sur Invincible. Beaucoup de choses à dire sur Invincible. On est rendu à quoi? 6 épisodes? 6. Ouais, 6e cette semaine. Beaucoup de choses à dire. Et je te dirais que dans le salon chez nous, ça se débat pas mal. Parce qu'on a quelqu'un qui a lu la série au complet, puis quelqu'un qui n'a jamais rien connu, ni vu, ni entendu, ni lu de Invincible. Et c'est intéressant, les clashs ou les réactions à certains moments ou dans l'ordre dans lequel ça s'en... En tout cas, on en reparlera. Et je vais me garder un petit moment pour parler de jouets. Parce qu'il y a eu le buzz cette semaine sur les médias sociaux du Transformer qui se transforme tout seul. Puis c'est arrivé comme au même moment où Alan a reçu sa figurine de Spawn qui a l'air juste magnifique. Puis ça vient aussi au même moment où il y a le casque de Mandalorian qui va sortir comme très bientôt. Moi, j'avais déjà celui de Boba Fett. Puis on va essayer de parler juste un peu d'objets de collection, ce qu'on a, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Puis à quel point, à un moment donné, on va tous prendre notre retraite en vendant tout ça, bien évidemment. Là. Parce que c'est le but, tu sais. De prendre sa retraite en vendant tout ça à quelqu'un qui va nous payer des milliers de dollars pour du stock déballé qu'on a mis sur une tablette pour accumuler de la poussière pendant des années. Tu vas payer ma retraite parce que je vais te vendre mes vieilles affaires? Non. Non. Mais... Non, on finit toujours par les garder dans leur boîte pendant 20 ans pour s'entrer qu'on les donne à des enfants qui scrapent dans les minutes qui suivent, puis tu fais comme... Ou encore, tu les vends, mais comme il n'y a pas de marché dans l'endroit où tu es, ben, tu le vends comme vraiment en dessous de ce que ça vaut pour vrai. Parce que, anyway, si tu le vendais au vrai prix sur eBay, tu te ferais manger en shipping ou il y a de quoi qui ne fonctionnerait pas, assurément. Là. Donc, tu comprends ce qui est arrivé avec mon coffret de Bergman. Ah, ça, c'était drôle. Ça, c'est la chose la plus... On vous racontera ça aussi dans ce moment-là, le fameux coffret de Bergman de... On l'a déjà raconté. On l'a déjà raconté, ça va mettre jury de moi. Ah, c'est tellement bon. Mais c'est bon, c'est très bon. Et on en reparlera, évidemment, on finit tout ça avec nos poisons, comme à l'habitude. Messieurs, deuxième série de Disney+, après WandaVision, pour laquelle je n'avais aucune attente. WandaVision, finalement, moi, j'avais bien aimé ça, sauf la fin, on en a parlé en long et en large. On était plus dans le mystique, dans la magie, dans le contrôle, dans les effets spéciaux un peu plus. Maintenant, on tente, je pense, du côté de Disney, de retomber dans l'univers de Captain America ou de Winter Soldier, qui est beaucoup plus groundé, beaucoup plus terre-à-terre, un peu plus espionnage, un peu plus aventure, recherche. On suit des personnages. On est rendu à 5 épisodes. Je vais être franc avec vous, là, j'en ai 3 d'écouter. Jean-Nic, t'en as? Ah, moi, je suis à jour. Je les écoute. T'es à jour aussi? Moi, du matin, habituellement, j'écoute ça. Okay, je suis à jour. J'ai fini tantôt d'écouter le 5e. OK, je suis le seul, finalement, qui est stocké au 3e épisode. Là. Fait que vous me spoilerez, là, ça me dérange pas tant que ça. Mais j'aimerais avoir vos premières impressions sur cette série-là. On en avait parlé la dernière fois du premier épisode puis de l'hypothèque à Falcon. Là. Mais depuis ce temps-là, est-ce que la série a évolué? Est-ce que votre idée de la série a évolué? Tu veux-tu commencer, alors? Vu que t'es positif. OK, on sait que Jean-Nic sera pas positif. Ah, mais je comprends très bien peut-être votre point de vue. C'est parce que moi, ce que j'aime de cette série-là, c'est absolument pas les personnages. Parce que, à part Zemo, là, j'ai jamais vu des personnages aussi insipides et insignifiants que ça. Je te donne un point. Depuis que Zemo est là, moi, je suis rendu au 3e épisode. Et honnêtement, c'est un game changer, ce personnage-là. De par l'acteur puis le personnage.
j'essaie de comprendre la dynamique qu'ils ont essayé de créer, qui est le fait que c'est, tu sais, le classique qu'on voit de deux gars qui se sont chicanés puis qu'ils vont s'obstiner mais l'écriture est mauvaise, ils n'ont pas de sens de répartie, ils sont pas capables de s'envoyer chier l'un puis l'autre puis que ça fonctionne. C'est que ces deux personnages sont vraiment insipides, qui sont plates. Ce qui fonctionne dans la série, c'est le côté terre à terre qui ramène tout ce qu'il y a eu dans les dernières années de Marvel dans le MCU. Moi, si on prend rien que Civil War, ils ont détruit un aéroport en Angleterre, puis c'était cool, c'était correct. Ils n'ont pas déclenché de guerre mondiale. Ils ont détruit New York 2-3 fois. Ils ont causé le blip. Tu sais, c'est quoi ça s'appelle, la ville dans Age of Ultron, la ville de Sokovia. Sokovia. Ils ont enlevé le pays, puis ils l'ont détruit, puis tout le monde s'en est calissé. Là. Après, ils n'en ont jamais reparlé. Peu importe ce que les Avengers ont fait, il n'y a jamais eu de conséquences, puis ça a toujours été des héros. Et cette série-là, à partir du premier épisode, ils comparent les Avengers à des nazis. Ils disent que c'est le problème de tout, puis ils se sont toujours calissés de leur acte. Tu sais, même Zemo, je pense que c'est dans le deuxième ou troisième épisode, fait comme, est-ce que vous avez été au mémorial de la Sokovia? Xavier, il regarde Winter Soldier et Falcon, les deux se regardent, ils font comme c'est ce que je pensais, vous n'y avez même pas été. Vous avez causé la destruction, vous avez tué le 3/4 de mon pays et vous vous en crissez. Parce que Civil War, moi, je vois un peu cette série-là comme Civil War 2.5, là, dans le sens où ça prend beaucoup ses racines de ce film-là du MCU, dans lequel Zemo, dans le fond, se venge pour ce qui s'est passé dans Age of Ultron. D'ailleurs, tout est lié à Age of Ultron depuis les... je ne sais plus combien de temps là, dans le MCU. Là. Visiblement, Age of Ultron, en vieillissant, est devenu la pierre angulaire de cet univers-là. C'est parce que Age of Ultron, même si tu prenais Endgame, ils ont essayé de fermer le 3/4 des portes d'Age of Ultron parce que ce film-là, Age of Ultron, est un film qui ouvrait que des portes. C'est incroyable. Là, ils sont pognés avec ça. Je pense que oui, mais en même temps, je pense qu'ils veulent se regrounder aussi parce que on n'est pas fou. Là. On vient de sortir de Avengers Endgame puis Infinity War qui était un peu, c'est du grand déploiement, des super-héros qui voyagent dans le temps à travers le multivers dans le monde quantique pour battre un extraterrestre qui a détruit la moitié de l'univers. Là, on retombe à, c'est ça, des problèmes d'hypothèque et autre chose. Je pense qu'ils n'avaient pas le choix d'aller se regrounder sur quelque chose de moins gros, genre Ultron, qui était leur dernier gros vilain d'Avenger, parce que tu peux pas pour une série télé, puis même pour une série de films, aller te regrounder sur quelque chose d'aussi gros que ce qui a été la fin de phase 3. Fait que je comprends pourquoi ils font ça présentement. Moi, je trouve pas que ce soit un problème. Je suis content d'avoir quelque chose de plus terre à terre aussi, puis c'est ce qui fonctionne, en fait, selon moi, dans cette série-là. En fait, ce que je trouve spectaculaire, c'est que tranquillement, pas vite, au fur et à mesure qu'on ajoute des séries télé, des films et autres, on se rend compte que l'espèce de... Comment je pourrais appeler ça? L'espèce d'univers des comics où il y a plusieurs genres qui cohabitent, où il y a plusieurs degrés de gravité, où tu peux avoir de l'espionnage, du terre-à-terre, de l'extraordinaire, du spatial. Je pense que l'erreur du MCU, c'est au début de nous avoir fait croire que tout ça allait toujours être pareil et cohérent du début jusqu'à la fin. Mais arrive un moment là, à Endgame où, mais là, une fois que tu as voyagé dans le temps, que tu as crissé la volée à un gars qui a détruit la moitié de l'univers, tu vas où après ça, là? C'est ça. Exactement. Puis c'est ce qui est le fun avec Winter Soldier et Falcons, parce qu'ils remettent les balises à terre. Parce que je sais que vous avez beaucoup ri de la passe de l'hypothèque, sauf que si tu prends au pied de la lettre la séquence du Falcon qui vont là-bas, ils disent ben man, c'est parce qu'on ne peut pas te donner un prêt parce que tu n'as pas eu de income, de revenus dans les 5 dernières années. Le gars de répondre, ben c'est parce que je n'étais pas là. Puis là, le gars fait comme ouais, mais tu sais, sur papier, ça calisse parce que ces 5 années-là existaient, mais le gars fait comme j'étais désintégré, mais ils font comme ouais, mais c'est juste pour montrer à quel point l'absurdité de la chose est arrivée, puis le problème que ça peut causer. Puis c'est ce qui est le fun avec la série, c'est parce que peu importe ça, ben, même si on prend la petite rouquine qui jouait dans Solo, le dialogue que Falcon, que Sam a avec, où ce que finalement il se fait il compare à un extrémiste, puis elle se rend compte que dans chaque extrême, il y a un problème. Ben oui. Mais c'est assez spécial parce que, tu sais, on en parlait la dernière fois, je me souviens plus c'est dans quoi. Il commence à avoir le problème aussi où il arrive des situations puis tu te dis, ouais, OK, mais pourquoi ils n'ont pas appelé un tel pour régler ça? Tu sais, le même problème d'un comic. Tu sais, des fois, tu lis un comic de Batman, puis là, tu sais, genre, le méchant est vraiment méchant. Sont où les autres Avengers? Puis là, tu te dis, ouais, mais OK, mais tu sais, il y a juste à genre caler Superman sur son Padgett, puis tu sais, on va régler ça en 15 secondes, là. Et moi, je trouve que cette série-là souffre un peu de ça, des fois. Tu sais, tu te dis, OK, mais c'est parce que c'est plus gros, là, que juste ces deux-là, là. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas...
Puis c'est de passer par-dessus ça. Puis je pense qu'à l'écran, ça traverse peut-être moins bien que dans la BD. Je sais pas si pour vous autres, là, mais... Non, pas vraiment, parce que oublie pas que tu n'as pas encore vu le 5e épisode, mais dans le 5e épisode, ils ont présenté Madame de Fontaine, qui était supposée d'apparaître dans Black Widow, qui est supposée d'être Madame Hydra, puis tu sais, son personnage va peut-être avoir des répercussions plus tard. C'est que, oublie pas qu'on a Black Widow qui nous manque, parce que il y en a plus d'Avengers, il y en a plus d'héros. Puis c'est précisé dans Falcon. Ça n'existe plus, les Avengers. Il n'y en a plus d'héros. Le monde est sur un statu quo, puis essaie de se rétablir. Puis d'un autre côté, tu as le monde qui s'est rendu compte qu'il y a eu le blip, puis la moitié de la population avait disparu. Plutôt que vivre par nation, le monde s'était uni pour essayer de s'entraider. Mais maintenant que tout le monde est revenu, on revient à l'ancien statu quo où finalement il peut y avoir des guerres, puis les gouvernements s'ostinent. Tu as cette espèce d'agence aussi qui replace le monde, puis qui essaie de leur retrouver leur emploi, leur endroit, leur maison, leur famille et autres. Ça, j'ai trouvé que c'était un bon point. Je ne sais pas si ça va plus loin dans la série, là, mais où est-ce que je suis rendu, on la présente, cette agence-là. Je me doute bien qu'il va y avoir peut-être de quoi vers la fin de la série avec ça, là. On imagine, parce que si je ne m'abuse, c'est le dernier épisode de la semaine prochaine. Oui, effectivement, le 6e. Oui, c'est 6 épisodes. 6 épisodes. Moi, c'est un peu ça le problème. Tu sais, les vilains qu'ils ont créés, puis tu sais, ça donne des belles scènes, c'est intéressant, mais je trouve que ça va pas assez loin. Puis le gros problème, selon moi, les deux personnages principaux, ils ont une super chimie. C'est le fun de les avoir ensemble, mais je suis d'accord avec toi, là, Alan, c'est écrit par des enfants de 4 ans. C'est pas intéressant ce qui leur arrive. Puis ce qui me fait suer, c'est qu'il y a plein de moments super hot, comme dans l'épisode 5, tout ce qui se passe avec la famille de Falcon, comment Bucky revient chez eux, ce qui arrive avec sa sœur, c'est plein de moments super sweet, mais qui sont aucunement gagnés comme faut dans la série, sont mal expliqués, sont mal justifiés. Tout ce qui est intéressant dans la série, c'est tout ce qui est à côté. Moi, le nouveau Capitaine America, le Capitaine America Black, il passe la moitié de l'épisode à nous rappeler que ça devrait être à propos des Noirs. Puis, tu sais, en plus, il nous ramène Wakanda. Il y a des personnages qui sont là. Tu sais, on sent que le phénomène noir est très important dans la série, mais il n'y a aucune justification. Il y a rien qui se payoff là-dessus. T'en parles de ça, mais avez-vous remarqué à chaque fois comment ils font réagir Falcon à toutes sortes de problèmes raciaux au fur et à mesure que la série... Il y a toujours des petites pointes ou des petites affaires. C'est un nouveau statu quo du cinéma des dernières années. Avec le Black Lives Matter qui a eu lieu et autres, on n'aura pas le choix. C'est parce que le cinéma se doit de poser des clins d'œil puis de travailler là-dessus. Puis avec le Falcon... Je veux pas un clin d'œil. Moi, là, ce que je sais, dans l'épisode 5, là, il y a une scène, tu sais, il y a un personnage qui est amené, je pense, dans le deuxième épisode, le Black Captain America. Ouais, Isaiah, comme un vieil homme qui a eu le super sérum, puis tu sais, que finalement, ils l'ont torturé. Dans l'épisode 5, là, on a lui qui raconte son histoire à Falcon. Puis j'étais là, c'est le problème inverse de comment ça s'appelle, l'autre série? WandaVision. WandaVision. Pourquoi ce personnage-là est assis puis il nous raconte son histoire pour qu'on soit triste, pour qu'on comprenne? On aurait dû avoir carrément, genre, l'épisode 4 qui commence avec un flashback de lui en super soldat. Parce que ce qui explique, c'est qu'ils ont donné du sérum à plein de gars. Ils les ont envoyés se battre. Il y en a qui ont littéralement explosé sur place. Il y en a qui ne contrôlaient pas le pouvoir. Puis lui, il a survécu. Lui, il était correct. Fait que quand il est revenu, au lieu de dire merci, ils l'ont enfermé puis ils ont fait des tests dessus pendant des années. Genre, montrez-nous-le, ça. Montrez qu'il est important. Tu sais, là, il est assis dans son sol puis il raconte cette histoire-là. J'étais là, what the fuck, là? Pourquoi vous n'avez pas pris un épisode pour raconter ça? Puis la même affaire sur le nouveau Captain America. Au lieu là, qu'il soit dans le vestiaire puis qu'il ait hâte d'avoir son bouclier puis qu'il raconte son histoire, pourquoi on n'a pas vu des flashbacks avec lui puis avec Battlestar, je pense qu'il s'appelle, son acolyte, tu sais, des trucs qu'ils ont vécu pour les grounder, justement, ces personnages-là, pour que quand il arrive ce qui arrive plus tard, que tu n'as pas encore vu, Martin, que ça donne une raison d'être à tout ça. T'sais. Mais je pense qu'ils se sont fait avoir avec le 6 épisodes puis l'ampleur qu'ils avaient apporté puis ils n'ont pas réussi à gérer ça parce que oui, Isaiah, ça a été mal apporté. Ce que je dis, moi, c'est le scénaristique. Moi, je dis, c'est les idées qui sont apportées sont super bonnes. Exact. Mais l'approche, ça, l'action est super le fun, mais il faut que tu prennes ce qui puis tu l'extrapoles dans ta tête, tu n'as pas le choix parce qu'il manque de temps, puis il manque de stock, mais tu sais, il n'y a aucune idée qui est mauvaise en série. C'est juste l'approche qui fonctionne pas tout le temps. Tu le sens que, justement, peut-être que le format de ces épisodes n'est pas bon parce qu'il tombe toujours par hasard sur ce qui les aide. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de...
Bon, on va voyager de là. Ah, tiens, Sharon est là. Ah, on va voyager là. Ah, tiens, donc, la solution est là. On va voyager là. Ah, tiens, on va aller. Puis là, ça voyage. Puis une autre affaire qu'on parlait de conséquences, là, hein, une niaiserie qui avait arrivé dans un film, quand il avait volé le bouclier de Capitaine America, puis il avait dit qu'elle allait devenir des parias. Tu sais, Sharon Carter est devenue le Power Breaker. Mm-hmm. Toi, tu n'as pas encore vu le 5e épisode, mais ils l'ont annoncé. Là. C'est elle qui compte Batroc puis qui le contrôle. Là. Aïe, aïe. Elle est devenue une super vilaine, là, Sharon Carter. Mais, personnage qu'il avait laissé dans le garde-robe, genre pour rire. Effectivement, c'est ça. Encore une fois, c'est ça que je te dis, dans le MCU de dernière année, il n'y avait plus de conséquences. Il y avait des actions sans conséquences. Puis là, il travaille là-dessus. Isaiah, ça a été plate, effectivement, que tu avais passé. Je suis super content, par exemple, de l'acteur que tu allé chercher. J'oublie son nom, mais j'adore sa voix. Il faisait le Martian Manhunter dans Supergirl. Il a fait la voix de plusieurs personnages, dont le Martian Manhunter dans plusieurs animators de DC aussi. En fait, ils sont revenus un peu. Je te propose une hypothèse. Là. Marvel a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle chez DC leurs gros héros forts, leurs gros dieux, leurs grosses affaires qui pouvaient mettre le plus d'effets spéciaux puis de feux d'artifice. Puis ils ont laissé de côté ce qui a toujours fait le succès de Marvel dans les années 60, 70, 80, c'est-à-dire les personnages, leur vie quotidienne, leur dialogue, leur interaction entre eux. Ant-Man 1 et 2. Tu sais, Ant-Man 2, mais pas de vilain dans le film, puis le film fonctionne. Exact. C'est vrai. Ben, c'est vrai que c'est ça, sauf que le problème, c'est qu'il accorde l'importance, mais c'est écrit comme si c'était encore pour ces dieux-là. C'est écrit encore popcorn, Transformer, facile. Hein. Mais tu sais, puis même, quand il s'appelle, c'est Wyatt Russell, là, le fils de Kurt Russell qui fait Captain America. Oui. Oui, il y a une drôle de gueule avec son casque, mais sérieusement, le casting, là, il est tellement bon, là. Sérieusement, le gars post-traumatique, puis qui shake, puis qui se remet en question tout le temps. 6 épisodes sur ce gars-là, sur son histoire. C'est ça, il y a trop d'affaires en même temps. Puis quand j'ai appris ça, je pense que cette semaine, j'écoutais l'épisode 5, puis j'ai comme lu genre que c'était l'avant-dernier épisode, puis j'étais là, oh my God, ils ont tellement de portes ouvertes, jamais ils seront capables de closer ça comme du monde la semaine prochaine. Le pauvre ça va être demi-amère. Le pauvre nouveau Captain America, son problème, c'est pas tant son casque que la première image de lui qu'on a vue, que je peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a levé la main en disant « Hey, c'est parce qu'il ressemble à notre personnage de Pixar. Là. On peut-tu retourner à la scène? Il a dit quelqu'un qui aurait dû faire, il aurait fait Chris, remettez son dentier, il a oublié son dentier pour la séquence. C'est parce que ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, c'est même pas juste une histoire de quelqu'un a pris une capture d'image, là. C'est parce qu'il est comme ça pendant genre le 5, 6, 7 secondes que ça dure, avec l'espèce de mouvement de caméra vers lui. Puis je regardais ça, mais voyons, Chris, il manque un morceau de face. Tu sais, c'est l'angle, la casse, j'étais comme, c'est bon ben laid. On dirait qu'ils ont fait exprès. Je peux pas croire que personne en post-production qui a levé la main et qui a dit « OK, non, c'est parce que cette image-là fonctionne pas. » là. Sa descente est le fun de ce personnage-là, mais elle est vraiment trop rapide parce qu'ils n'ont pas pu aller, ils n'ont pas pu faire autrement parce qu'il manquait possiblement de temps. Tu sais, il y a une belle descente, ce personnage-là, puis il drop bien, puis ça aurait été vraiment le fun de le voir mieux descendre, puis même qu'il ait décidé de plancher avec son sérum soldier, sérieusement, quand la rouquine décide qu'elle appelle le contrôle, puis elle comprend pas qu'elle se bat contre un humain, c'est Black Star qui s'appelle son acolyte. Elle pense que le gars, c'est un super humain. Elle lui donne un coup de poing dans le chest, mais elle te le punch, pas rien qu'à peu près. Elle te l'éclate en 1000 morceaux, elle te le tue one shot. Mais c'est quand même intéressant, l'histoire des super soldiers, du super sérum. Je ne sais pas comment c'est handlé dans les comics parce que j'ai pas beaucoup lu de Marvel dans ma jeune carrière. Mais je pensais que c'était réglé. C'est quoi? Ils sont capables de voyager dans le temps, mais il n'y a personne à part le gars de Captain America qui a réussi à refaire ce petit sérum-là. Ben, c'est comme Hulk, c'est le même principe. Ouais, Hulk, c'est parce qu'il a essayé de développer ce sérum-là, c'est ça? Ben, c'est l'explosion de gamma-radiation, puis autres. Il n'y a jamais personne qui a réussi à redoubler ça. C'est parce qu'à un moment donné, c'est des mystères que tu ne peux pas résoudre parce que. Puis moi, je me rappelle, quand je commençais à lire j'ai acheté je pense que c'est des showcases, ça s'appelle, ou les. De Spider-Man. Puis je me rappelle, là, quand j'étais jeune, une affaire qui me faisait halluciner que DC faisait pas, mais Marvel, c'était bien important. Là. Il y a comme une page au complet où on voit Spider-Man est capable de lever, mettons, 50 livres avec chaque main. Puis là, à côté, t'as genre Thor, lui, est capable de lever 300 livres. Puis Hulk est capable de lever 1 tonne. Puis j'étais là, OK, pour eux autres, c'est comme important qu'il y ait une gradation des pouvoirs puis tout, puis tu sais, des référents entre les héros sur les forces. Là, moi, le super sérum, là, t'as peu, là. Captain America est capable de genre arrêter un punch de Thanos,
Mais en même temps, le nouveau Captain America, lui, il a un coup de bouclier, puis un coup de jetpack de Falcon, puis il est à terre. D'ailleurs, Falcon, là, il l'a peut-être pris, puis on le sait pas. Là. Non, c'est parce Non. que celui-là, le nouveau qu'il y a, c'est à peu près comme Bucky. C'est une version qui est altérée parce que celui-là qui est utilisé sur Steve Rogers dans les films. C'est le vrai, là. Non, c'est pas le vrai. Non? Steve Rogers est une tapette. Steve Rogers bench 500 livres pour de vrai. Steve Rogers, dans le 616, c'est un humain au pic de sa force. Il est capable de bencher 500 livres sur un bench press. Il est pas plus fort que moi. Il est plus fort que moi et toi, mais il est pas plus fort que le culturiste qui est à côté. C'est juste que dans le Ultimate Universe, c'est un dérivé, comme dans les films qu'on a, du sérum que créé Hulk. Ça fait qu'il est à 90% de la puissance du Hulk. Mm-hmm. OK. Mais pourquoi? Mais là, les sérums qu'ils prennent en ce moment, puis les autres, c'est parce qu'ils n'ont jamais réussi. C'est des dérivés, c'est pas le C'est des dérivés, ça fait qu'ils n'ont jamais réussi à pogner le même niveau de force que Steve Rogers, parce que dans The Ultimate, Captain America est capable de tenir tête à Hulk. Puis Rogers aussi était un candidat idéal pour le style. Ils ont comme pogné une équation parfaite aussi. Là. Ben, dans le film, ils ont pris le temps d'en reparler justement du fait que ça prenait le mental qui était capable de supporter puis pas de craquer avec la puissance. Mais effectivement, non, c'est parce que dans cet univers-là, c'est le même qu'Ultimate. Donc, il est presque l'équivalent de Hulk. C'est juste que Hulk, avec la colère, son pouvoir va aller en montant. Tandis que commandantie, non? Commandantie, tandis que Steve Rogers va toujours tomber à égalité, mais à la puissance de Hulk de base. Exact. Mais, donc, il est très fort. Mais c'est quand même intéressant là, d'avoir ramené tout ce dossier-là. Ça donne quelque chose de spécial. Maintenant, où est-ce que ça mène la fin de cette série-là? Parce que WandaVision, on savait que ça s'en allait vers Doctor Strange, mais celle-là, elle s'en va vers quoi? Ben, c'est parce qu'il nous manque Black Widow. Parce qu'ils nous sont en train de nous représenter Hydra. Comme je vous avais dit, Black Widow allait certainement remettre Hydra sur place. Et c'est le bout qui nous manque parce qu'à la fin de cet épisode-là, du 6e, on va voir Hydra arriver parce que. Puis 5e épisode aussi, ce que j'ai aimé, là, même si la finale, ça a été un petit peu court, les 15 dernières minutes ont travaillé sur le poids du bouclier. Mm-hmm. Puis c'était le temps qu'il parle beaucoup parce qu'au début, on avait vu que Sam s'était débarrassé du bouclier parce qu'il ne voulait pas avoir la responsabilité. Après avoir dit à Captain America qu'il n'y avait pas de problème. Ouais, sauf que une couple de mois après, possiblement, qu'il y ait l'adrénaline drop après. Ils ont quand même eu quelques combats épiques quelques secondes avant, puis il arrivait de 5 ans de disparu. Ils travaillent sur le poids du bouclier puis de la symbolique. Puis j'ai beaucoup aimé de la façon qu'ils ont travaillé là-dessus. Ils n'ont pas travaillé de façon patriotique. Mm-hmm. Mais plus sur le côté des responsabilités, puis ce qui vient avec. Puis là, on va s'en aller sur la renaissance d'Hydra. Wakanda, sous la demande de Bucky, ont amené une mallette à Sam Wilson. Donc, Sam a son costume, puis on a hâte de le voir. Ouais, d'après moi, ça va être, ça va être pas mal ça. Ouais, comme dans le dessin animé, mais j'ai hâte de le voir en live action quand même. La série, c'est ça. Hydra va redevenir le gros méchant. Mais à la fin, là, on savait qu'après WandaVision, c'était Doctor Strange. Là, après Captain Falcon and the Winter Soldier. C'est Madame Hydra, parce que, comme je vous avais dit, l'actrice qui joue Madame de Fontaine est exposée un personnage super important. Puis elle est exposée d'être présentée dans Black Widow, puis elle, avoir des répercussions sur le long terme dans mais c'est ça, je te dis, même si elle est présentée dans Black Widow, Black Widow, Captain, puis après ça... c'est parce que le gros méchant va être Hydra. Ouais, mais on va voir ça la suite dans quoi? Ben, je veux dire, dans Black Panther 2, dans Black Panther, tu vas le voir dans Doctor Strange, tu vas le voir partout. Hydra va être en arrière de tout. Okay. Encore une fois, possiblement. Je pense que dans WandaVision, ils nous ont ramené les scrolls un peu. Je pense qu'ils veulent retravailler. Ils vont, sans dire rebooter, je pense qu'ils vont redonner aux scrolls puis à Hydra, genre les rôles qu'ils sont supposés avoir. Mais je peux-tu conclure avec quelque chose que je trouve que c'est bizarre que personne n'en parle encore avec tout ce qui a été présenté dans les séries TV dernièrement? Georges Saint-Pierre et son horrible accent. Sur le 5e épisode, il s'est amélioré un peu. Les meurtres violents et gratuits qui semblent déranger absolument personne? Ben, le monde mérite de mourir. Il y a 4 milliards de personnes de plus qui ont apparu qu'il faut qu'ils partent selon certaines personnes. OK. Je vais vous dropper des choses qu'on a vues. Là, on vient de le voir dans cette série-là. Elijah Bradley. OK. On a vu des images de Kate Bishop. OK. On a vu William Maximoff. Okay. On sait que Cassie Lang est castée. Okay. On sait que Kang the Conqueror existe. Okay. Je viens de vous nommer 1, 2, 3, 4, 5 des 6 Young Avengers. Young Avengers.
Tu penses que c'est vers là qu'ils s'en vont? En série TV, là, ça marchera. Ouais, en modèle série télé, effectivement. Parce que là, on connaît leur développement de phase 4 en film. Le seul qui manque, c'est Hulk Clean. Mhm. Puis on a une série de Nick Fury avec les Skrulls qui s'arrivent dans pas longtemps. Puis Hulk Clean, c'est un Skrull. Là, une fois qu'on a fini Falcon Winter Soldier, c'est Loki, la prochaine série télé? Ouais. Exactement. Qui, elle, va venir dealer finalement. Puis tu sais... Elle va venir dealer avec le problème du multivers. Ouais, c'est ça l'affaire. J'ai l'impression souvent, puis j'espère que c'est juste une impression, mais que ces séries télé-là viennent régler des problèmes, là, tu sais. Ouais. Pas tes attentes trop hautes. Moi, je suis comme excité par effectivement. Loki, mais ces deux séries-là ont comme calmé mes attentes. Je fais comme, OK, ça va être le fun. Mais ils ont des gros trous à régler, puis les séries jusqu'à date. Tu sais, WandaVision, elle, je pense que c'était la série qui était là pour... régler Scarlet Witch. Nous donner une Scarlet Witch intéressante pour Doctor Strange. Ouais. Mais elle surtout était là pour essayer un nouveau style aussi, là, parce que je pense que Marvel puis Disney avaient besoin de ça, de sortir de là. Mais je veux dire qu'à la fin de la série, pour Doctor Strange, ce qu'ils nous ont donné, c'est qu'ils sont venus corriger ce qu'ils ont fait dans Age of Ultron, ou ce qu'ils nous l'avaient présenté tout croche. Là. Puis Falcon va avoir le même principe. Le dernier épisode va présenter le costume. Exact. Fait que là, on va avoir un nouveau statu quo pour ce personnage-là aussi. Ce qui leur fait gagner du temps pour quand les films vont arriver à l'écran, parce que ceux qui vont être mêlés, ben, ils vont sûrement avoir quelqu'un dans l'audience qui va leur dire « Ah, mais c'était arrivé dans la série. » Puis aussi, on parlait de Falcon. J'ai beaucoup aimé de la façon qu'ils ont amené Madripoor sans trop monter le hype des mutants. Mm-hmm. Sérieusement, Madripoor, belle ville, c'était nice, c'était beau. Oui, c'est beau. Mais honnêtement, comment je pourrais dire, la qualité est là. On n'est pas en face d'une série de CW. On n'est pas en face la première poursuite de Falcon là, dans le canyon, là, c'est terrible. le sens que c'était beau. Là. Mais c'est un film de 6 heures, en fait. Là. Ouais. Oui. Mais moi, c'est ça le problème. Les films sont tous pareils, ça ressemble, c'est le fun, ça s'écoute, mais moi, j'ai aucun besoin de réécouter ça. Puis je pensais que les séries télé allaient essayer d'autres affaires, puis finalement, non. Mais en même temps, WandaVision a essayé d'autres choses, tu n'étais pas content non plus, fait qu'arrête, là. Toi, dès qu'il y a le mot Marvel, ça marche pas anyway, Jean-Nic. Je veux dire, WandaVision a essayé quelque chose de nouveau, puis t'étais le premier à trouver ça poche. C'était plate aussi. Parce que c'était mal fait, parce que finalement, ils n'ont pas essayé autre chose avec WandaVision. C'est un film de Marvel classique. Ils nous ont fait croire qu'ils allaient essayer autre chose. Je pense que le dernier épisode était un film de Marvel classique, mais le reste avant ça, c'était quelque chose qui était quand même différent. Je pense que c'est différent. C'était pas mauvais, c'était juste pas mon genre. Non, c'est ça. Il y a peut-être un peu de ça aussi, mais je veux dire, on peut reconnaître que ils ont quand même pris un pari pareil. Là. Je veux dire, moi, je vois qu'ils ont pris un plus gros pari dans WandaVision que dans Falcon and the Winter Soldier, qui enlève rien à la qualité du produit, sauf que je reconnais le produit. J'ai enfilé des vieilles chaussettes avec cette série-là. Là. J'ai mis mes chaussettes et j'ai fait « Ah, cool, on continue l'histoire. » J'aurais aimé qu'ils essayent quelque chose de nouveau et qu'ils aillent jusqu'au bout. Parce qu'au final, WandaVision, oui, ça semble, au niveau visuel, quelque chose de différent, puis dans la manière de raconter, mais au final, ce qu'ils ont raconté, puis visuellement, c'est un film de 6 heures. C'est ça. La fin, moi, la fin m'a complètement... Ça m'a tellement fait de la peine. Ça m'a fait de la peine. Ça m'a pas fait chier, ça m'a fait de la peine. Quand j'ai vu les deux sorcières se pitcher des boules de lumière dans les airs, j'ai fait comme... Tout ça... Pour ça. Avec toutes les portes et les possibilités. Tu sais, je veux dire, le 3/4 des théories sur Internet étaient plus intéressantes que ce que vous nous avez pondu. Encore une fois, puis même dans WandaVision, la finale, elle retombait dans le trouble du MCU qui n'a pas de conséquences. Ben, c'est ça. Ils ont fait passer Wanda pour la victime. Hey, ils ont traumatisé je sais pas combien de personnes de Westview. Puis c'était elle la victime. C'était elle la fucking chier, là, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun bon sens. Mais, tu sais, moi, le problème que... Puis, tu sais, ça, c'est. Peut-être qu'avec Captain America, pas Captain America, mais Falcon de Winter Soldier, j'en ai moins vu passer sur Internet. Mais, tu sais, des fois aussi, ce genre de format-là donne le temps à des gens d'avoir des meilleures idées, des fois. Là. Tu lis, puis des fois, les théories sont plus intéressantes que ce qu'ils ont comme produit. Puis, c'était le cas de WandaVision. Là. Tout ce qu'on lisait sur WandaVision, je me disais, waouh, hey, si c'est ça, waouh, s'ils s'en vont là, waouh, s'ils décident de faire ça. Tu remarqueras que Falcon a des moins bonnes critiques à cause de ça. Le monde ne spécule pas parce qu'ils savent que ça s'en va. Ouais, ils sont pas capables de spéculer. Parce que c'est terre à terre, puis on dirait que le monde, je sais pas si c'est la dernière année qui fait ça, c'est que ça fait ramener la réalité en pleine face. On dirait qu'on n'aime plus ça, là. Mais effectivement, il y a moins de théories, moins de trucs, mais regarde, je peux pas croire que ça a juste 6 épisodes. Honnêtement, je savais même pas. Je pensais qu'on s'en allait vers un 9. Non, c'est un 6 comme Wanda. OK. Est-ce qu'on y va tout de suite en comics ou bien on continue télé puis on passe à Invincible? On va continuer avec Invincible. Invincible, Amazon Prime, donc série de Robert Kirkman qui est donc maintenant en dessin animé. On est rendu au 6e épisode. Jusqu'à maintenant, les gars, après 6 épisodes, vos premières impressions? Moi, j'avais été...
pas mi-figue, mi-raisin, mais j'étais vachement positif pour le premier, mais il y a des affaires qui me dérangeaient un peu. Avec le 5e épisode que j'ai vécu la semaine passée, tout est effacé. Là. Moi, je suis à plein dedans. J'ai pardonné tout au style d'animation. Puis j'aime vraiment les choix qu'ils ont fait pour modifier l'histoire puis ils nous amènent. C'est une de mes séries préférées. Puis là, je me laisse surprendre par du nouveau stock. L'épisode 5, là, c'est un petit chef-d'œuvre. Peut-être moins capoté sur l'épisode de cette semaine. Ben là où on amène par finalement contre, Sinclair. Là. Sinclair, ouais. Oui, je l'ai bien aimé, mais genre, l'épisode 5 m'a vraiment explosé. Juste me rappeler, l'épisode 5, c'était avec... Il y a le noir. Ah oui, ok, c'est ça. Ils vont battre Machine Head. D'ailleurs, la voix de Machine Head, j'ai vraiment trouvé ça cool. Ouais, il faisait de la musique disco. Ouais, un peu de dubstep, je sais pas. Le fait qu'il amène, comment il s'appelle pas, Battle Beast, mais le War Beast, l'espèce le de lion, là. Ah oui, il est incroyable. J'avais oublié que c'était comme sa première apparition. En tout cas, tout le build-up autour de ça, mais aussi ce qui se passe avec Nolan, la continuité de l'enquête, le démon qui se fait Alan, toi, jusqu'à maintenant? C'est bien maîtrisé. Jusqu'à maintenant, moi, j'aime beaucoup ça parce que, tu sais, j'ai lu la série il y a plusieurs années. Je l'avais lu rapidement. Ça fait que moi, je suis largué parce que j'ai mes référents. Il y en a plusieurs qui sont tombés. Je connais les grandes lignes, mais les points précis, là, j'en ai perdu. Tu sais, je me rappelais de Sinclair puis de ce qui se passait là. Mais de ce qui s'en vient avec lui. Hein? Oui, effectivement, mais de toute façon, même avec Robot, tout ce qui peut s'en venir. Puis vous vous dire comment je suis largué, là, j'ai oublié qu'est-ce qui se passe avec les deux clones puis Robot, là. Ah, ben là, c'est. Ah, ok, je te le dirais pas parce que je veux pas spoiler nos. Non, mais je m'en fous, je l'ai déjà lu. C'est quelqu'un me le dirait, puis je ferais comme ah, bah oui, je suis bien capable de l'avoir oublié. Sauf que j'aime les libertés que ça prend, j'aime où ça s'en va. J'aime le fait qu'on n'a pas pris les auditeurs pour des caves avec Nolan. Ça fait que j'ai l'impression qu'essayer de le garder comme un good guy pendant un bout de temps, ça n'aurait pas fonctionné. Tu sais, parce qu'en le voyant aller. Puis lire, c'est pas la même chose. Ça fait qu'on n'a pas pris le monde pour des cases. Ça fait que moi, je suis plutôt content de voir qu'est-ce que ce personnage-là, ça va sur le long terme de la façon qu'on va le travailler plutôt que sur le début. Sans aller dans les spoilers, la série est importante par la rédemption de Nolan aussi, puis la transformation du personnage. C'est parce que, comme je je trouve disais, ça intéressant ce qu'ils font avec présentement. C'est une série qui s'étale sur 3 générations. T'as Nolan, t'as Mark, puis t'as le fils de Nolan qui sera adolescent dans la série. Ça exact. Fait que Oliver, c'est ça? Il y a beaucoup de temps qui passe là-dedans. C'est que moi, je suis plutôt content parce que j'ai l'impression qu'ils vont beaucoup mieux travailler la fin de Nolan que son début. Et moi, je serai en désaccord avec vous. J'ai adoré la série. Je l'adore. Je trippe. Je l'écoute avec ma blonde qui trippe et qui en veut encore plus. Moi, ma crainte, c'était que ce soit pas aussi awesome que le comics puis que ça accroche moins de part. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. On dirait que je faisais pas confiance. J'aurais dû faire confiance au matériel. Honnêtement, j'ai manqué de confiance au matériel. Puis je sais pas pourquoi. Je voulais tellement que ma blonde aime ça. Puis j'avais peur que, après avoir écouté le premier épisode, je me disais, ça sera pas assez. Elle comprend pas. Là, ça va tellement être plus gros que ça. Elle a pas vu ce que je voulais qu'elle voie. Puis, non, elle accrochera peut-être pas. Puis là, je me virais. Puis elle était comme, j'en veux un autre. Et là, je me disais, OK, ça, c'est moi qui fais pas confiance au matériel. Ouais. Puis qui en sait déjà trop d'avance. Puis qui, pour moi, dans le fond, c'est pas assez bon encore. Tu sais, je veux dire, c'était bon quand je savais pas ce qui s'en venait, mais là, quand je sais ce qui s'en vient, c'est comme moins bon. Tu sais, c'est moins... C'est normal, tu sais, je sais où est-ce qu'ils s'en vont. Mais de voir ma blonde réagir, je me dis tout le temps, OK, non, ça marche, là, le matériel fonctionne. Le seul bémol, puis vous en avez parlé, vous autres aimez ça, moi, j'aime pas ça, Nolan. Je pense qu'une des plus belles surprises qui m'a accroché au début de la lecture, puis j'ai revérifié l'ordre dans lequel les événements qu'on a vus depuis le 6e épisode se passent dans le livre, puis ils ont vraiment tout remodifié ça. Hein. L'histoire de Sinclair se passe avant. Ils ont modifié le massacre des gardiens de la... Comment est-ce qu'ils appellent ça? Les gardiens du Globe. Guardian of the Globe. Bon, ça, c'est beaucoup plus tard dans le livre, mais beaucoup plus tôt dans la série. Ce qui fait en sorte que l'enquête sur Nolan est beaucoup trop longue, puis on a comme tenté de donner de l'importance à la mère comme en faisant une espèce de fille de Stranger Things, là. Elle voit des choses partout, puis elle enquête, puis là, elle a comme son propre petit arc qui n'existe pas dans la BD à ses débuts, là. Tu sais, moi, j'aimais beaucoup c'est Superman, Nolan, puis il est good guys, puis il rentre à la maison, il aime sa femme, il a une petite vie rangée, puis bang, ça te rentre dedans comme un train. Puis le laps de temps entre le meurtre des Guardians puis la bataille avec Mark est plus petite dans la BD, fait que t'es comme... T'es encore sous le choc, t'es encore en train de te dire « Ah non, c'est sûr qu'il est en train d'être contrôlé par quelqu'un, il y a de quoi... » Depuis le début, Nolan, même dans BD, c'est pratiquement évident que c'est lui être le vilain. Ben, traite-moi de gros cave, je l'ai jamais vu venir.
Jamais. Je sais pas, Jamais vu venir. Il y avait l'archétype du vilain. Donc, Moi, j'y ai cru jusqu'à la fin que ce gars-là était un Superman. Là. Puis je trouve que dans la série, on est rendu à 6 épisodes. Puis là, ma blonde, elle l'a déjà catégorisé comme méchant. Mais c'est ça qui est brillant, parce que la rédemption va mieux marcher. Exact. Je Parce sais qu'à pas. la fin de la saison va clairement se terminer avec La bataille, l'affront entre les deux. Puis il va partir. Puis moi, j'ai l'impression de la manière qu'ils travaillent ça présentement, on n'aura pas 11 saisons. Là. Je pense qu'ils sont en train de se dire, là, ils vont faire, genre, mettons, 5, 6 saisons gros top. Ben, ils ont déjà ditché du matériel. Là. raconté. Ils ont déjà mis du matériel de côté. Le prof qui se Exact. fait sauter, ils ont déjà mis ça de côté. Ben, c'est ça, Sinclair, ils l'ont comme commencé dans Ils l'ont deuxième commencé tout de partie. suite. Tu sais, ouais. Ils ont pris de C'est ça, l'avance. moi, là. ça. Puis, tu sais, où ce que Eve est présentement, puis ce qu'elle fait, tu sais, c'est ça, moi, ça me laisse croire qu'il y a comme des. Ils vont mettre plus d'efforts sur certains éléments, puis ils vont en tasser d'autres. Mais c'est correct parce qu'ils ont la chance d'avoir le matériel dans un seul bloc, ce que Game of Thrones n'a jamais eu en passant. Là. Ouais. Puis ce qui a été le problème de la 8e saison, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec plus rien. Fait qu'ils sont capables de se dire, ben regarde, cet arc-là, on sait où il mène, puis est-ce qu'on peut le retirer sans que ça affecte la trame narrative complète? Fait que moi, je m'attends à ce qu'il y ait des petites histoires, des petits arcs comme ça qui soient retirés comme un chirurgien, là, avec précision. Mais c'est juste normal, parce que il faut jamais oublier qu'une série commence, c'est comme n'importe quelle série de Kirkman il y a une dizaine d'années, lui, il avait toujours l'impression qu'il n'allait jamais dépasser 10 numéros. Sauf que ma peur, Donc, Alan... là, sauf que des 30 premiers numéros, tu as plusieurs fill-ins que tu peux enlever. Ben oui, sauf que ma peur, Alan, là, puis c'est ma peur depuis le début, puis je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le dire. Moi, j'ai peur que je veux pas que ça devienne un Walking Dead. Non, ils ont un matériel qui est écrit puis qu'ils vont respecter cette Ouais, mais tu fois-là. sais, C'est pas je veux pareil. pas qu'à un moment donné, ils se disent « Ah, ben, tu sais, dans le comic, ça s'en allait par là, mais là, sais-tu quoi, tiens, on a l'opportunité d'aller par là à la place, fait qu'on va aller par là. » Non, j'ai ça peur n'arrivera de pas ça. avec un comic, parce que la série TV qui est avec du live action puis un dessin animé, c'est beaucoup Ouais. plus facile de le Puis, traiter. Ça répond à des demandes différentes. Tu sais. Là, en ce moment, les gens qui font la série, c'est des tripeux qui aiment le matériel. Seth Rogen. C'est niche quand même. Là. Nous autres, on tripe, on écoute ça, mais ça sera pas Game of Thrones, puis ça sera pas Walking Dead non plus. Faut pas oublier que Walking Dead, au-delà d'être une bande dessinée exceptionnelle, c'est un show télé qui a été genre le nouveau Dr. House. Là. Genre, c'était comme Game of Thrones. C'était Walking Dead, là, littéralement, tout le monde écoutait ça. C'est Ça a devenu quelque passé chose... d'une BD niche à un phénomène culturel. Fait que, tu sais, c'est clair qu'il allait avoir genre des compromis. Puis c'est Sans compter, Walking Dead, le monde qui l'écoutait, c'était pas du monde qui avait lu la BD. Exact. Non, pas tout, c'est Exact. Puis à un moment donné, ils se sont dit, garde, le matériel qu'on a qui fonctionnait pour la BD fonctionne maintenant pour la télé, mais ça va être. C'est autre une chose. des raisons aussi qui ont sorti le Deluxe, parce que le monde qui écoutait la série TV, qui ont voulu tomber dans la BD, ont chialé parce que c'était en noir et blanc. Quand même incroyable, pareil. Hein? Mais on a-tu des feedbacks sur la série? Elle fait comment? Elle va comment? Le monde écoute-tu? Ouais, Amazon c'est la est très... tristesse des... Amazon là, puis Jeff Bezos sont très silencieux. Tu n'as jamais de chiffres sur leur écoute. Parce que c'est. Ben, même Netflix, en Puis de plus, toute façon, Netflix en font moins à la semaine de même, mais c'est rare qu'on ait des chiffres. Non, mais on Jeff, le tant que sent, ça des s'écoute, fois. il continue. Puis il n'a pas peur de gaspiller de l'argent. Quand il va mettre 450 millions dans une saison de la deuxième moitié de l'histoire du Hobbit, je ne sais plus trop quoi. Là. Dans le deuxième âge du Seigneur des Anneaux, ne trompe-toi pas. Ouais. Ouais, ok, excuse-moi. Il a mis 450 millions sur l'histoire d'une araignée. D'abord qu'il ne fasse pas le Silmarillion, moi, c'est tout ce que je lui dis. Ouais, mais il paraît que si le Marion chante puis il danse avec l'araignée. Oh non, faites-moi pas ça, s'il vous plaît. Je veux rien savoir de ça. Mais non, mais je pose la question parce qu'au-delà des chiffres officiels qui peuvent être donnés, juste le sentez-vous dans votre entourage? Y a-t-il d'autres mondes que nous autres qui l'écoutent? J'aimerais ça que les auditeurs qui l'écoutent nous donnent leur appréciation. Ouais, je sais pas, moi, j'ai mon frère qui l'écoute puis il tripe bien gros. OK. Moi, ma blonde, tu vois, je l'ai vraiment là, initiée, puis elle capote, puis elle haït le format une fois par semaine. Là, elle en veut. Elle veut vraiment terminer la saison. Et moi, ce que j'aime, c'est que mon frère fait comme ouais, mais lui, il est pas si fort que ça. Puis là, je voyais qu'il lançait un glimpse de qu'est-ce qui se passe, genre 80 numéros plus tard, puis il fait comme oh shit, ça va par là. Je fais comme oui, inquiète-toi pas, ça devient de plus en plus épique. Ça s'en vient. Tu sais, Cécile, on n'a pas encore tout vu, là. Ah non, c'est ça. Puis Robot non plus. Non. Moi, ce qui me donne confiance, c'est la manière qu'il travaille le personnage de Robot. Je fais comme, OK, ils s'en vont en bonne place avec lui. Ah oui, avec lui, t'as vraiment l'impression que il travaille pareil comme dans BD. Là. Celui-là, il y a peu ou pas de changement à son histoire, en fait. Là.
C'est vraiment Nolan qui a eu la plus grosse, je pense, à mon avis, la plus grosse modification avec Amber, qui est devenue un peu plus grounded puis un peu plus intéressante comme personnage aussi. Parce qu'on s'entend qu'il n'y avait pas grand-chose à Amber dans la bande dessinée. Là, Ben, c'est parce qu'elle fait travailler plus la dualité là, de Mark par rapport à sa vie cachée de super-héros. Exact. J'étais tellement content que c'est-tu William, William, je pense, qu'il découvre qu'il est enfin... Puis il veut aller se faire voler. Puis qu'il dit « Ah ouais, tu m'amènes tout de suite voler. » Parce que ça, c'est un bon moment du comic. Ouais, mais même dans le 5e épisode, qui part à voler avec le doigt, là, sérieusement, ce running gag-là revient combien de fois? C'est 150 numéros, ce qui prend un gars ultra musclé dans ses bras, puis il vole avec, puis le gars fait comme ouais, c'est vraiment dégradant. Puis Marc, à chaque fois, il fait comme je me sens pas plus à l'aise que toi faisant ça. Mais ça, là, la volée qu'il mange là-dedans est vraiment plus impressionnante dans la série télé. Puis ça, c'est un des changements que j'ai apprécié parce que tu pognes de quoi avec cette bataille-là? Là? Ben, moi, j'aime beaucoup voir Nolan qui vole en haut. Là, oui, puis qui regarde ça, puis qui a l'air à se dire il va apprendre, je l'aide pas, là, on va le laisser se faire péter. J'y avais dit que ce gars-là, c'était un traître, puis regarde, il n'a pas voulu m'écouter. Et puis, l'action de cette scène-là est juste incroyable. Le sang, les punchs, J'avais peur parce que quand ils ont... J'oublie son nom, Battlebee, je pense qu'il s'appelle. J'étais là, ils ont-tu mis rien qu'un caméo? Puis là, j'étais là parce que, tu sais, un personnage fort de même au début, là, j'étais là, ils ont-tu décidé que finalement, ils ne l'utiliseraient pas? Puis, tu sais, j'avais oublié que c'est vrai, là, il fait comme dire à un moment donné, tu sais, tu m'avais dit que j'allais avoir un fight qui a de l'allure. Tu sais, il a tué presque tout le monde. Ah, c'est incroyable. Parce que j'étais là, littéralement, tu sais, plus tard, ce personnage-là, il met Nolan à terre, il n'y a rien qui l'arrête, là. Il est fou raide. Mais écoute, l'action puis la façon dont c'est animé, là, c'est juste génial, là. J'étais comme... Ça prend juste Freddie Mercury pour l'arrêter, ce lion-là. Ouais. Ah, ça, j'ai hâte de Freddie. Si seulement il pouvait ressusciter Freddie Mercury pour faire la voix. J'ai-tu hâte de le voir, lui. Tu sais, c'est ça. À chaque fois que ma blonde me parle de la série, tu sais, je pense à ces affaires-là qui s'en viennent, tu sais, comment ça s'appelle, les Viltrumites, les Viltrumites, puis après ça, je pense à Alan the Alien, puis je pense à tout puis là, je fais comme, t'as rien vu encore, là, t'as rien vu, là. Son frère, puis l'espèce de qui avance super vite, puis qui meurt tout vite, parce que... Oui. Il s'en va là, puis il devient presque un dieu, là. Tellement que ça passe vite, cette petite planète-là. Mais honnêtement, il y a plein d'affaires qui s'en viennent. Puis je me dis, cette série-là a un bel avenir. J'espère juste que ça va continuer. Puis moi, je suis d'accord avec vous autres, les gars. Probablement que cette saison-là va se terminer avec le big fight. Là. Le moment what the fuck. Là. Le moment... Ouais. Puis tu sais, je pense à tous les marques du multivers aussi qui arrivent à m'amener avec le méchant. Là. Comment il s'appelle, ce méchant-là? Qu'il se fait péter à gueule, puis il s'en va dans plein de multivers pour se faire réparer. Puis il amène des marques de tous les univers. On l'a pas encore vu. On l'a pas encore vu, lui. Il est hot, lui. Il est important, celui qui a comme un gros cerveau qui prend sa tête. Là. Ben oui, c'est ça, parce qu'il pensait qu'il allait s'améliorer, puis il revient, puis il est laid, là, il a une grosse tête, puis c'est tout le temps c'est la faute à Mark si tout ça est arrivé. Puis là, il ramène des Invincibles de tous les univers, puis c'est comme... T'as Invincible qui s'en va aussi, puis tu sais, Eve est là, une Eve du futur, puis écoute, là, ça devient fucké ce bout-là. Là. C'est un bon bout de la bande dessinée, là. Mais tu vois, j'ai le feeling ils vont peut-être garder ça pour faire ça, genre le truc principal de la saison 2, mettons. Ah, genre, c'est exactement. Ils continuent à builder d'autres affaires à côté, mais ça va amener le concept des multiverses. Mais j'espère juste qu'on va avoir 3 ou 8 épisodes par année. Entre 3 et 8? Non, 3 fois 8 épisodes. Ah, ok, ouais, parce que là... non, j'espère qu'on va juste avoir des 4 mois, là. Ce serait le fun, c'est avoir du 4-5 mois gros max entre les batchs d'épisodes, là. Ouais, ils sont pas pognés par le casting, mais en même temps, ça reste du doublage, fait qu'il faut que tu aies pogné ton monde. Puis tu sais, là, c'est le danger, là, avec un casting 16 étoiles comme ils se sont payés, il y a tout le temps mais ça. Saint-Clair, c'est Ezra Miller. C'est moi, j'écoutais ça, je fais comme, fuck. Ouais, c'est ça, c'est Ezra Miller. C'est Flash. Ils en ont mis du cash dans le voice cast. Ils ont vraiment mis. Tellement que des fois, l'animation, j'étais content de voir que la bataille, ça s'était bien passé parce qu'il y a d'autres fois où l'animation, tu sais, il tourne les yeux une fois puis c'est tout ce qui a bougé, là, tu sais. C'est statique beaucoup des fois. Il y a un personnage qui parle, puis les autres, c'est vraiment une chie. C'est un personnage dessiné qui bouge pas. Là. On est dans le Hanna-Barbara des années 70. C'est ça. Là. Quand ils volent, des fois, je me demande s'ils déplacent pas juste la feuille sur un fond, là, tu sais, puis ils affinent avec une caméra. Ils ont payé un animateur. Wow! Peu importe ce que tu vas dire, pense c'est quoi? C'est le Dark Side War de DC Animated. C'était terrible, ça. Comment ils s'appellent? Les paradémons qui volaient, là. Ouais. Ils battaient même pas des ailes. Ils battaient même pas des ailes.
Il faisait juste passer. Et tu voyais presque le doigt qui poussait l'image pour le faire avancer sur l'image qui était statique. Là. C'était triste de même. Là. C'était dégueulasse, honnêtement. Puis en plus, Prends une baguette pour pousser l'image, enlève ton doigt. Oh. En plus, c'est la grande finale, genre, de leur espèce d'univers super bien fait, puis ils vont avec ça. Tu fais comme... Oh là là, quelle catastrophe. Parlons un peu de AWA, cette maison d'édition qui nous a surpris beaucoup la dernière fois avec Year Zero, Red Border... Hotel, qui est mon préféré. Ah, oui. Ensuite, avec quoi d'autre aussi? Je n'ai manqué une, là, je n'ai nommé juste 3. T'avais Resistance aussi? Year Zero. C'est Year Zero, ouais. Archangel aussi. Archangel que j'avais lu, ouais, effectivement. Aussi. Là, cette fois-là, la deuxième batch, je voudrais que vous les me nommiez parce que moi, je n'ai pris juste un, puis là, assurément, je vais m'en manquer d'autres. Moi aussi, je n'ai pris rien qu'un. Il y a un galant, je pense. Il y a eu Ronin, Grendel, Kentucky, et on a eu Bad Mother, puis là, dans pas long, il y en a d'autres qui arrivent encore. OK, good. On commence par lequel? Ben, n'importe quel, je les ai toutes lues. Toi, Jean-Nic, t'as lu? Commence avec Ronin, parce qu'il y a un toi qui l'a lu. Ouais, effectivement, commence donc par ça. Ronin, dans le fond, ça fait partie des séries qui vont avoir plusieurs volumes. OK. Je vais y aller très simple parce que c'est l'histoire qui est complexe. C'est une histoire d'espionnage empathique. Dans le fond, tu as des super agents qui sont entraînés pour tuer du monde, mais ils ont leur cerveau qui est boosté au niveau empathique. C'est qu'ils peuvent prendre l'ADN de quelqu'un, se l'injecter, vivre leur mémoire, puis devenir des super empathes. OK. Donc, tu te ramasses avec une guerre entre deux super empathes pour aller tuer du monde. Finalement, c'est l'organisation qui essaie de tuer un de leurs membres. C'est super bien écrit. C'est super intéressant. C'est bien dessiné encore une fois. Si vous aimez les thrillers qui sont psychologiques et d'espionnage, c'est un gros mot, ça se lancer dedans. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Puis il y a un deuxième volume qui s'en vient sur cette série. Ouais, c'est un volume 1, ça fait qu'ils vont travailler là-dessus, mais c'est super intéressant. Si vous aimez du Blade Runner, que si vous aimez James Bond, ben, ce genre de truc-là, je pense que c'est votre place. Moi, je vais y aller avec Bad Mother, puis on l'a lu tous les deux, Alan. Je pense, Jean-Nic, toi, tu l'as pas lu celui-là, c'est ça? Non, exact. OK, écoute. Moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu redneck. Je m'attendais à genre des mères qui se rencontrent dans un sous-sol puis qui tuent du monde. Ben, une histoire de même, tu sais, Bad Mother. Je m'attendais à, je sais pas, à quelque chose d'un peu redneck. Finalement, c'est pas ça, pas en doute, là. Non, c'est juste, c'est l'histoire d'une mère de famille standard qui fait un petit peu d'embonpoint puis qui est un petit peu invisible à cause de son statut de mère et que c'est pas une Tom Mobile. C'est que tu pars avec ce statu quo-là, tu as une mère qui est une invisible parce que même quand le BD commence, elle va faire cette épicerie, il y a un vol dans son épicerie, ils veulent prendre un otage, puis tu vois que le gars se penche pour la ramasser elle, mais finalement, il prend la cute qui est à côté. Et elle a une adolescente avec qui la relation semble être une relation d'adolescente avec sa mère qui est instable un peu, qui est pas... Et sa fille est dans un milieu pas très net et pas très clair de vente de dope et finit par disparaître tout simplement. Tout simplement, elle rentre à la maison avec un œil au beurre noir. Sa mère va aller challenger son chum, puis quand elle revient, sa fille a disparu. Et la mère décide de faire ce que toute bonne mère fait dans les ouvrages de fiction. Elle commence l'enquête, puis elle lâche pas, et elle est fucking badass. Elle fait une John Wick d'elle-même. Ah, vraiment, là. Elle prend ça entre ses mains, elle fait l'enquête elle-même, elle pogne les méchants elle-même, elle sauve sa fille elle-même, elle tue du monde elle-même, et elle est vraiment, genre, mère au foyer, là. Elle fait ses recherches sur Internet. Tu sais, prends Gisèle, là. Mais tu sais, Gisèle à qui on a enlevé sa fille, là. Puis qui sait utiliser Google. C'est ça. Gisèle à Google, puis elle a décidé qu'elle allait piler sur tout le monde. Tu comprends, là? À coups de pâte à viande puis de rouleau à pâte, là. Puis c'est dessiné par Mike Deodato Jr., puis le dessin est juste c'est excellent. Awesome. Je vois pas... Là, tu m'as dit qu'il y avait peut-être un deuxième volume de ça? Non, pas de Bad Mother. Non, c'est ça, parce que je vois difficilement comment ils vont pouvoir faire. C'est vraiment quelque chose qui est stand-alone, qui se lit bien. Il y a des belles surprises, c'est des beaux dessins, puis honnêtement, c'est une bonne histoire. C'est juste une maudite bonne histoire. Tu lis ça, tu finis, tu fais comme « Wow, OK, cool ». Encore une fois, c'est souvent ce que j'ai dit dernièrement, mettons, avec Black Radiant qui est sur Image Heroes. L'important, c'est pas de réinventer la roue, c'est réussir à la rendre intéressante. Ouais, puis c'est de bien la raconter, puis de t'assurer que t'es pas mêlé d'un personnage dans l'histoire. Tu sais un peu où est-ce que ça s'en va. Ils réussissent à te surprendre pareil. Puis c'est juste agréable de suivre l'histoire, le tempo, puis il y a un bon rythme dans la BD qui fait que tu décroches pas. Tu as l'impression que tu as passé 5 minutes sur la BD, puis finalement, ça fait peut-être 20-25 minutes que tu lis parce que, justement, le rythme est bien fait. Tu passes au travers, tu fais comme « Wow, OK, c'était vraiment cool ».
Puis ce qui est le fun, c'est que dans ces séries-là, vu que c'est du 4 ou 5 numéros, c'est qu'ils sont capables de te traiter sur un rythme de film. Exact. Exact, ça ressemble un peu à ça, effectivement. On l'avait dit avec Rod Border, tu avais l'impression d'écouter un film en tournant les pages. Exact. Puis ça pourrait très, très bien traverser le média vers quelque chose de télé ou de film, puis ça fonctionnerait. Facilement. Netflix là, devrait de toute urgence, genre, pas les acheter, mais J'ose avec eux autres, là. Ah, il faut qu'il y ait une rencontre avec eux autres. Faire comme, OK, on peut-tu prendre votre matériel, puis genre, vous nous donnez les droits d'invitation, là, ça serait parfait. Là, il devrait aller voir Amazon, il sera le meilleur avec Amazon. Peu importe avec qui ils vont être, il y a de quoi à faire là. T'sais, on dit souvent que les comics, des fois, peuvent traverser du côté télé, du côté cinéma, puis il y a visiblement quelque chose qui se passe chez AW. Ça va faire un peu plus d'1 an que ce studio-là existe, là, puis ils ont plus de stock intéressant que le Millerverse qui est acheté. Là. Non, c'est vraiment incroyable. Puis l'autre que vous avez acheté, c'est Grendel, Kentucky. Puis qui est un hommage à Grendel, qu'on connaît tous de Beowulf. Puis moi, c'est le plus faible que j'ai lu, mais j'ai eu un maudit fun avec ça. Le concept, là, c'est une espèce de petite ville qui était genre très axée minier. Il est arrivé un gros accident, puis ils ont décidé de se réinventer en culture du cannabis. Et déjà là, ça part, OK, space un peu. Tu suis une fille qui est la chef du groupe de motards criminalisés de la ville, si on veut. Son frère, mais aussi son père qui vient de mourir et son grand-père à elle. Puis, ça a rapport avec quelque chose de malsain puis des meurtres qui se passent dans la mine. OK. J'irai pas plus loin pour pas cracher parce que c'est 4 numéros, là, c'est super court. Ça va vite, là. Oui, ben c'est ça, c'est bien punché. Moi, je l'ai lu comme en 2 shots, là, genre un soir, j'ai lu les 2 premiers numéros, puis le lendemain, j'ai lu les 2 autres. Puis c'est ça, j'ai eu un fun fou. Là. C'est super bien dessiné, c'est super bien raconté, c'est drôle, c'est trash. Ça a-tu plusieurs volumes aussi, ça, ou c'est vraiment... Ça va être juste un. C'est juste parce que honnêtement, eux autres, il y aurait avantage à avoir un recueil de ces histoires-là dans un beau gros livre. Là, éventuellement, mais encore une fois, comme je vous dis, là, c'est 9,99 US que ça sort. Ah, ça coûte rien. Suivez-les au fur et à mesure que ça publie, là, puis achetez-les toutes. Là, ça coûte des peanuts. En fait, moi, c'est ça que lui m'a inspiré. Là. Je me suis dit, pour la prochaine vague, dans le fond, je ne sais pas pourquoi je ne les pognerais pas toutes. Parce qu'à venir en date, tout ce que j'ai lu, ça a vraiment été rien que du gros plaisir. Fait que t'as vécu la même chose que moi. Ils ont gagné ma confiance. T'as vécu la même chose que moi. J'ai eu un regret. J'ai fait comme, j'aurais peut-être tu vois, je vous écoutais parler de Bad Mother. Tu sais, Ronan, je sais pas, c'est peut-être un peu moins mon genre, mais j'écoute le lire pareil, mais tu sais, j'écoutais parler de Bad Mother tantôt, puis j'étais là, je veux le lire. Non, Bad Mother, c'est cool. Tu sais, ça reste par contre que si vous avez à commencer, là, Hotel, d'après moi, là, dans ce que j'ai lu, parce que j'ai pas tout lu. Lui, puis Year Zero. Year Zero, le deuxième arrive au mois de mai. Mais je te dis Hotel, c'est ça, il est contenu, c'est plein de petites histoires, mais ce qui est le fun avec Year Zero, moi, j'ai tellement trippé sur Year Zero. Tout de suite après, je l'ai donné à ma blonde, Sophie, puis encore cette semaine, elle me dit genre, il y a le 2 qui est sorti de ça, là, c'était le fun. Tu sais, je vais dire pour ma blonde, là, qui lit genre presque 0 BD, parce que comme j'ai hâte de lire le deuxième volume de ça. Ah non, ils tiennent de quoi, puis Hotel, il y a un volume 2, parce qu'il y a une possibilité, tu sais, je veux dire, c'est comme ça me fait penser un peu à la... c'est la série Fais-moi peur, là, tu sais, genre, il y a 3-4 histoires. C'est comme les Tales from the Crypt, c'est ça, tu fais ce que tu veux avec ça. À la fin, moi, la façon dont il avait tout fait coïncider ça à la fin, là, avec les... J'étais comme, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, moi, c'est bon, là. Moi, Hotel, là, j'en prendrais, là. Mais pas juste ça. En plus, ce que j'aime beaucoup dans les trades quand tu es prêt par rapport au single, c'est les interviews que tu as à la fin. Ou est-ce que tu as l'auteur qui explique sa vision de son œuvre? Il nous présente un peu son projet, puis où est-ce que est sa réflexion. C'est toujours des entrevues de 2 pages, ça fait que ça en est des bonnes. Là. Ouais, ça se lit vite, ça se lit bien. Ça me fait beaucoup penser à ce que Image pouvait être, mettons, il y a une vingtaine d'années, quand ils ont délaissé un peu le côté, on compétitionne Marvel puis DC, puis on fait de la BD, on va dire, indépendante, puis on laisse les auteurs raconter puis s'amuser avec ce qu'ils font. Là, on est clairement là-dedans. Là. T'as du monde qui arrive pour raconter une histoire puis ils ont carte blanche. Ça sent. Comme je vous avais dit, à la base, les 2 personnes qui ont créé ça reste. C'est quoi? C'est Alex Alonso puis Straczynski? C'est pas 2 jambons, là. Mais la seule chose, c'est... Tu sais, je connais pas beaucoup l'économique de leur studio, mais tu sais, est-ce que c'est viable à long terme? Est-ce que... Tu sais, à un moment donné, ils n'ont pas beaucoup d'ongoing. Les ongoing, de ce que je comprends, c'est sûr qu'on aura un volume 2 là, qui s'en viennent. Mais tu sais, comment ils vont-tu réussir à survivre? Je vois pas pourquoi ils seraient pas capables, parce qu'ils présentement, ils roulent toujours à 4-5 séries en permanence. Ce qui est quand même possible, ce qui est raisonnable. Ce qui fait en sorte qu'on peut les suivre. Quand t'es petit, c'est l'idéal.
Ouais. Puis de ce que je comprends, ils sont très... genre, le trade, ils ont l'air à les faire en fonction, parce qu'ils sortent comme en numérique en même temps. Là. Sur le site, là, il y a comme... La plupart de leurs séries, tu peux lire le premier numéro gratuitement, tu peux t'abonner. Ils ont l'air dans ce modèle d'affaires-là, le vendre. Puis nous autres, on n'est pas des gros fans de ça, mais il y a quand même un marché pour la BD digitale. Mais en Eux passant, autres, ils ont l'air axés vraiment là-dessus. Mais en passant, leur TP n'est pas cheap, là. Même s'il Oh, n'est pas non, cher, là. Même s'il n'est pas cher, il est beau, là. Glacé, puis... Du papier glacé, puis même là, présentement, je suis en train de lire Redemption, là, une espèce de western avec une espèce de Calamity James malade, là. C'est du bonbon, puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est parce que je suis un grand fan de Mike Deodato, puis c'est que ça faisait longtemps que j'avais perdu de vue, puis on a de la misère et tout. C'est le dessinateur principal de cette maison-là. Tous les gros titres, même Matt Butter, c'était Résistance, ça a été dessiné par lui. Rédemption, que je suis en train de lire, il fait le cover de ça. Résistance, moi, j'ai su en single. Ouais, c'est-tu bon? Ouais, c'est excellent. Ça, c'est Straczynski qui est dessus, c'est ça? Oui, exactement. C'est Straczynski qui est là-dessus. Ça, finalement, c'est la série que je vous parlais, qui a eu une pandémie mondiale. La moitié de la planète est morte, puis ceux-là, il y a du monde qui ont survécu au virus, ont développé des super pouvoirs. Ah, c'est ça. Faudrait peut-être que je me le procure. Il est tellement pas cher, là. Mais question comme ça, là, nous autres, on les reçoit parce que on commande, mettons, avec toi, Alan, qui est associé à un comic book shop. Pour les gens en général, comment tu peux acheter des TP? Parce que je pense qu'ils ne sont pas distribués par les librairies. Sur Amazon, ils sont là. Ouais, ils sont sur Amazon? Ils sont à 12 $ sur Amazon. Nous, on les paye à peu près 9,99 $. Donc, c'est quand même... C'est pas cher, là. Honnêtement, ils sont pas chers. Mais honnêtement, là, la plupart des librairies de comics, là, vous êtes capable de les contacter pour savoir ce qu'ils ont, puis ils vont vous les envoyer. Oh oui, puis faites confiance à votre comic book shop, là, ils vont savoir c'est quoi. Puis au pire, s'ils le connaissent pas, vous pourrez dire que, 1, vous connaissez ça, 2, vous y ferez connaître, puis 3, vous lui direz que vous avez entendu ça dans Les Injustes. Fait que, Puis tu leur diras que s'ils connaissent pas ça, ils méritent pas d'avoir le titre de comic book shop. Ah, franchement. Non, dis-leur qu'ils s'ils nous écoutent pas, ils méritent pas d'avoir le titre de comic book shop. Le gars, c'est pas pour la merde. AWA Comic. Ouais, attendez-vous à ça. C'est award-winning artiste. Auteur. Et honnêtement, là, on va continuer de les suivre. Puis à chaque fois qu'il y aura une vague de TP comme ça, la prochaine fois, je vais probablement toutes les prendre. Parce que dans le fond, je prends un TP chez DC, il me coûte 40$. S'il y en a 4 chez AWA, ça va me coûter ça 40$. C'est exactement ce que je fais à chaque fois, puis je les ai toutes. Puis je veux pas la gueule sale, mais les cartes sont souvent meilleures que celles que t'achètes. Je regardais ma bibliothèque l'autre fois, là. Puis, tu sais, les fill-in, les affaires que tu sais que ça vieillira jamais bien. Tu sais, genre le volume 3 de la run de Tom King. Tu regardes ça, là. Puis tu te dis, ça, là, je pourrais jamais relire ça tout seul, tu sais. Je pourrais jamais faire comme, je vais me taper le volume 3 de la run de Tom King sur Batman. Tu peux pas prêter ça à quelqu'un non plus. Non. Dire, t'as le goût de lire quelque chose de le fun. Le 3e volume de la run de Tom à peu près comme que j'avais fait Injustice hardcover, puis l'histoire était super bonne, puis quand il a annoncé qu'elle allait faire un deuxième jeu, il a été obligé de scraper la fin. Genre. Là, tu fais comme, OK, 25$ du hardcover, je suis rendu à 12, puis il me scrape ça dans la face, tu fais comme... C'est qui écrivait ça, d'ailleurs, Injustice? C'est Tom Taylor. Tom Taylor? Ouais, c'était bon jusqu'au temps que le studio vienne s'en mêler. Ouais, effectivement. Et puis c'est vrai que c'était bon. C'est vraiment bon. Là. Les 3-4 premiers TP, 5 même premiers TP. Puis quand tu commences le deuxième volume, il va avec le saut dans le temps que le deuxième jeu avait apporté, puis tu n'as aucune conclusion, puis aucune conséquence de la première histoire. Tu fais comme... c'est que c'est poche. Puis même quand tu l'as BD, là, si tu n'as pas joué à l'introduction du deuxième jeu, il manque un bout du début de la série. Au moins, il n'y aura pas ça dans son univers de Disease. Il n'y a pas personne qui peut... il peut faire ce qu'il veut. Mais tu sais, là, il y a du galon, là, il y a son Disease qui continue à se il était pas supposé de sortir une annonce hier pour de DC, Tom Taylor, déjà? C'est mercredi. Ah, c'est mercredi? Okay, ce qu'il a posté, c'est que mercredi, on allait avoir une nouvelle. Mais tu sais, là, il y a sa mini-série de Batman, il est sur Nightwing présentement. Il vient de finir sur sa run de Suicide Squad que j'ai vraiment hâte de lire. Oui, sa run de Suicide Squad a vraiment l'air cool. Ça je me promets de peut-être jeter un coup d'œil. C'est le genre d'affaire que, tu sais, Suicide Squad, je suis pas nécessairement... Je capote pas là-dessus d'habitude. J'en achète des TP à l'occasion. Puis je dis ça, mais là, de savoir que lui, il écrit une run de Suicide Squad, ça m'intéresse au bout. Ce qui est le fun, c'est quand ces auteurs-là s'en vont sur des titres ongoing. Je disais à la blague tout à l'heure, tu pognes pas le volume 3 de la run de Tom King. Mais tu sais, comme Joelle Jones, je l'ai suivi sur Catwoman, puis elle a comme, genre, c'est comme une parenthèse dans le ongoing, tu sais. Elle arrive avec ses idées, puis elle suit pas ce qui s'est passé avant, puis quand elle va avoir fini, fuck off le gars qui vient après.
Mais c'est souvent la force quand c'est pas genre, tu sais, quand t'es pas en train d'écrire pour Batman ou Superman, tu sais, quand t'écris, mettons, sur Catwoman, là, d'ici, probablement qu'ils sont un peu moins raides sur le faut que tu fasses attention à ça, tu fasses attention à ça, tu sais, ils font plus tant que tu nous ponds quelque chose à tous les mois, on va être content de faire runner la série. Hey, juste avant de passer à nos poisons, messieurs, je veux absolument parler de la superbe figurine qui a été prise dans le canal de Suez. On parlait de cinéma, là. Oui. Juste pour vous dire que officiellement Godzilla vient de clencher Tenet. Il a pogné 390 millions en fin de semaine. Tenet avait bloqué à 365. Excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Le cinéma est reparti, les amis. Ouh, on a eu peur. On a hâte à Mortal Kombat dans même pas 2 semaines. Honnêtement, je vais y aller. Là. Ah, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Moi, ça, c'est le genre de film que, encore une fois, je vais fermer mon cerveau, je vais m'asseoir et je vais faire... C'est l'adaptation d'un jeu vidéo de combat, puis je vois mal comment ça peut être plus cave que, Godzilla versus Kong. Ajoutons, et je m'en calisse. Ouais, non, c'est pas grave, c'est ça. C'était épais, mais on a eu du fun. Je pense que ça ressort. Je m'en calisse. J'ai surtout hâte de voir Scorpion faire « Viens-t'en par ici! » Ah, si tu mauvais en français, on a tout dans la tête. Viens-t'en par ici! Come over here! Mais bon, on ira voir ça, on vous en reparlera éventuellement. Mais juste avant de passer à nos poisons, je te parlais du canal de Suez. Elle a finalement débloqué? Ouais, ben, rien que sortir du conteneur à Vancouver, je pense que ça a pris presque 2 mois. Et elle est arrivée. Ouais, je l'ai eu, je pense, mercredi. Puis? J'ai eu ma figurine de Spawn dans une grosse boîte noire avec un gros Spawn rouge foil qui est imprimé sur le côté. Wow! C'est que tu ouvres ta boîte, tu ouvres ton premier panneau, c'est que tu as ta grosse figurine qui est entourée de foam avec tous les articles qui viennent de spécifiques avec le Kickstarter, l'épée supplémentaire, les lasers qu'il peut tirer avec ses mains. Tu as tout le kit qui est là. Tu as ta plaque signée par Todd McFarlane. Wow! Où est-ce que tu vois vraiment le trait au crayon feu, tu sais, c'est vraiment que tu le vois. De toute façon, on l'avait vu dans des vidéos qu'il écrivait. Et là, une fois que tu sors ça, ben, tu peux sortir le paquet avec la bande dessinée ou ce que tu as un reprint de Spawn numéro 1 avec un cover foil en arrière de ça. Wow! Et c'est de toute beauté. Ah, tu dois pleurer. C'est magnifique. Et là, tu checkes la boîte que tu fais qui est genre opaque. Là, tu fais comme, OK, là, comment je fais pour présenter ça? J'ai une boîte qui est énorme, que je dois défaire au grand complet pour réussir à sortir la boîte de plastique transparente avec ma figurine dedans. Il est encore dans sa boîte. Ouais, le dilemme, c'est est-ce que tu l'ouvres ou tu l'ouvres pas? Elle sortira pas de sa boîte, sauf que la boîte est belle. La boîte est un objet de collection, puis il faut que tu sortes de ça pour avoir la boîte transparente qui sort. Ça fait beaucoup de boîtes à afficher pour une simple figurine, puis tu dis... Ouais, t'as beaucoup de boîtes de boîtes. Ouais, c'est ça fait beaucoup de boîtes. C'est que je pognais un petit peu avec le dilemme, c'est que je l'ai laissé dans sa boîte, puis elle traîne dans un coin, puis j'essaie de résoudre le problème. OK. Mais il n'est aucune question d'ouvrir la boîte de plastique avec la figurine pour jouer avec. Non. Jouer. Mais non, mais tu sais, genre, il donnait une pause, puis mettre ta petite plaquette. Allant un après-midi, il va se faire un setup, puis des petites boîtes en carton, puis il va mettre de l'eau dans Arrête! C'est les meilleurs moments de ma jeunesse. Il va lancer une fléchette avec Spawn. Regarde, le monde ne le voit pas, là. Captain America dans le tas d'eau. Tu vois-tu, là, mes figurines Voltron de 30$ chaque sont encore dans leur boîte, qui sont là, OK? Mais je suis juste content de savoir que Jean-Nic a eu la même enfance que moi. Mais... Tu sais, ces petits lions-là qui valent 30$, tu iras y voir sur Amazon comment ils valent à cette heure. Ouais, je comprends, mais tu sais, j'ai des statues aussi qui valent cher, mais je les ai enlevés de leur boîte. Non, c'est parce qu'ils perdent toute leur valeur dès que tu fais ça. Ouais, mais je les vendrai pas pareil. Ouais, ça, c'est ce que tu n'auras plus le choix de faire. Tu ne vas plus les vendre. Je les vendrai pas. Je veux pas les vendre. Ça me tente pas de les vendre. Non, je veux juste. Un divorce, ça peut coûter cher. Un divorce, ça peut coûter cher, mais non, je pars avec Wonder Woman, personne ne va me l'enlever. Ah, OK. Non, c'est ça, c'est que là, je payais un petit peu avec le dilemme de ça. De toute façon, j'ai même acheté les autres figurines de DC, de McFarlane, du DC Universe. Je pense que je suis rendu à 7-8 d'acheter, ils sont tous encore dans leur boîte. Ils sont tous dans leur boîte. Toi, Jean-Nic, quand tu achètes ce genre d'affaires-là, t'es gardé dans la boîte? Ben... 50-50, mais j'en achète pas tant que ça. T'sais, moi, je suis pas tant public cible. Là. Le dernier gros achat, on en avait parlé, il y a une couple d'épisodes. J'ai acheté avec ma blonde Yado. Oui, le gros Yado de Sideshow. Là. Ouais, mais il est sorti de la boîte. À part ça, non. Non? Non, puis il sortira
pas de sa boîte. Ben, tu sais, oui, il peut sortir, mais on le laissera pas exposer à l'air. Hein. Ah non, on le laissera pas exposer à l'air. Le méchant il va rester air. écrasé dans son styrofoam. Moi, le méchant air de la planète c'est Terre encore en pire. feu à Moyado. Il est dans une grosse boîte noire Oh, écrit Star Wars. Il n'y a même pas de photo de quoi il a l'air à l'intérieur. Fait qu'on a acheté une grosse boîte. Hey, d'un coup qui serait en contact avec de l'air, il faudrait pas. Hein? Au moins, mon sport, il est d'un plastique transparent. Je le vois ici, moi. Sacrement, les gars. La blague n'est même pas emballée. Au moins, la plaque, je vais pouvoir la mettre à terre et l'afficher, celle-là. Ben, non, je pense qu'éventuellement, on va le sortir et le mettre genre dans la bibliothèque. Là, mais tu sais, les grosses bibliothèques en vitre là, qui vendent chez Ikea. Là. Le plus grand danger que tu as avec une plaque qui est signée au crayon feu de domaine, c'est que tu as peur que, par random, quelqu'un décide de laver ça avec du Windex. Hey, je vais laver la plaque. Ça, ou moi qui veux jouer un tour avec du remover. Ça, c'est chiant aussi, ça. Ouais, je vais te remover aussi si tu fais ça, tu vas voir. Mais, OK, fait que Yado est dans sa boîte. OK. Mais je suis un peu déçu. Fait que je suis le seul qui ouvre ses bebelles comme un gros cave. Ah, j'en ai une couple d'ouvertes, là, sauf que, tu sais, c'est... T'es pas tout seul, Martin. Il y a aussi des enfants en bas de 4 ans qui font ça. Tu sais, j'ai reçu, moi, ma Wonder Woman de Adam Hughes, tu sais, numérotée, elle est super belle, puis Chris, elle est en face de la fenêtre, là. C'est clair qu'avec 50 ans plus tard, les couleurs seront plus là. Ben, ils vont en face de la fenêtre? Ben oui, Chris. Tu veux dire exposé au soleil? Exposé au soleil, man! Ça se peut qu'elle perde un peu d'éclat parce qu'elle est au soleil, mais je m'en crisse parce qu'à toutes les fois que je la vois, je la trouve belle, je la trouve cool, puis c'est ma statue, c'est un cadeau de fête que ma blonde m'a fait, puis je la trouve vraiment belle, fait que je suis content de l'exposer dans le salon. Je suis un des rares que sa blonde, c'est correct, là, on peut mettre ça dans le salon. Je dis pas que la vôtre fait pas ça, je dis juste que, tu sais, en général, là, dans mon salon, je peux l'exposer. Pas le mettre dans Man Cave, tu as le droit de le mettre. C'est ça, elle est là, puis elle est superbe, là, puis je suis content. Mais généralement, je déballe mes affaires. Il n'y a pas grand-chose que je garde emballé. En fait, il y a une chose qui est dans sa boîte encore chez nous, et c'est la figurine de Kenner de Batman avec la petite corde, là. Tu connais ça, toi, Jean-Nic? C'est un Batman, là, la ceinture, là, elle fait comme une petite corde, là. C'était dit une réplique du film. Non. C'était juste une petite corde que tu accrochais, puis il montait tout seul quand tu le lâchais. C'était juste ça. C'était une figurine de Batman 1989. Et ça a été mon premier jouet. Genre, j'ai dû en avoir 4 parce qu'on n'arrêtait pas d'y péter des bras et des jambes. Puis à un moment donné. J'ai pas eu. Les figurines de Batman que j'avais, c'était des figurines de The Animated Series. The Animated Series qui était superbe en passant. Là, tu sais que le Batman de cette série-là vraiment vaut chier. cher. Genre, ma mère les a genre donnés. Ah, je sais, ça a l'autre jour, je cherchais à Batmobile, puis on a plus. Hey, j'ai donné mon Enterprise D avec électronique qui faisait du bruit, là. Avec... Je regardais chez... Enterprise, c'est un des vaisseaux des rebelles, ça? Dans Star Trek. Et je suis allé voir sur eBay et honnêtement, ça vaut quelque chose comme 300-400$. Ça vaut 300-400$. C'est comme, j'ai payé ça genre 30$. Puis j'ai les gens donné à mon cousin, là, genre. Qui lui a dû. Lui l'a vendu dans une bande de garage, 15$. 15$, 25 cents, genre, tu sais, dans le bac à 25 cents, pogne l'Enterprise, part avec ça, merci, bonsoir. Là. Mais tu sais, j'ai plein de jouets que je vois passer comme ça, puis je me dis, my God, je les avais, là, ces jouets-là, puis aujourd'hui, ils valent une fortune. Là. Mais bref, j'ai ce Batman-là dans sa boîte que j'avais pogné dans une convention. Je me promène d'une convention, puis il y a un bac avec des figurines qui sont encore dans le boîte, et je tombe sur cette figurine-là. Et là, ça devient quelque chose de purement sentimental. C'est purement, genre, c'est la première figurine de Batman que j'ai eue, puis je la veux, je l'achète. Je pense que j'ai payé ça 17$. Là, ça n'a aucun rapport. On dirait que si je retombais là-dedans, moi, ça serait genre, tu sais, les figurines de Turtle, parce que moi, c'était vraiment... J'en ai acheté une sur eBay. Tu sais, le Raphaël de l'espace, là? Oui, oui, avec un saut d'astronaute. Oui, exact. Je l'ai racheté. Je l'ai racheté et elle est sur ma tablette. Mais moi, il y en avait trop. Puis, tu sais, je me rends compte, tu sais, on est beaucoup, dans le fond, à vouloir faire ce genre de trip-là. Fait que commencer à aller chercher à l'unité, tu sais, tu vas payer ça. Genre, cette figurine-là d'astronaute, ça doit être genre 30$. J'ai quelqu'un qui cherchait le Power Rangers noir, là. Tu sais, le gros robot de Power Rangers noir. Écoute, ça doit valoir à cette heure 200-300$, mais on l'avait tous quand on était flou, là. Ça, le bateau de G.I. Joe, le Technodrome, la voiture de Ghostbusters, c'est toutes des affaires qu'on a eues, le Jeep de Jurassic Park. Les jouets étaient bien plus awesome dans notre temps. Ben, honnêtement, ils étaient cool, nos jouets. Là. Puis, tu sais, on sortait ça de la boîte, on allait d'un carré de sable, on se faisait des bases. Ça nous prenait à journée faire des bases, là. Ouais, pour jouer 10 minutes avec. Pour jouer 10 minutes avant que ta mère sur la galerie. Rentre souper! Puis là, tu ramassais tous tes jouets.
T'avais passé finalement la journée les deux mains dans le sable. Tu n'avais pas vraiment manipulé tes figurines. T'étais plus dans le... Je lui concocte des bases, puis c'est compliqué, puis là, des chemins, puis des... Bref, de bons souvenirs, de bons souvenirs. Et peut-être juste un clin d'œil, puis c'est les Mystérieux Étonnants en ont parlé, puis j'ai vu passer beaucoup la vidéo aussi sur les internets. Le Optimus Prime qui se transforme tout seul. Avez-vous vu ça? Ouais, j'ai pas vu le vidéo, mais j'ai entendu parler et j'ai vu des photos. Oh non, là, Alan, mais, va voir le vidéo. Va voir le vidéo, ça vaut la peine. Pourquoi se faire mal? Ouais, j'avoue que tu vas te faire mal, mais ça vaut la peine. C'est incroyable. Je ne peux pas croire qu'ils ont réussi ça. C'est superbe. C'est merveilleux. Hey, moi, je trouve ça cool, mais en même temps, on dirait qu'un transformeur qui se construit tout seul, ça brise, genre, c'est ce que Et tu malade, j'étais tellement pourri. C'est comme si tu achetais un jeu vidéo qui se passait tout seul. Tu le mets dans ta console. Oui, ça s'appelle Twitch. Ouais, c'est ça. En passant, nos flots font tout ça à cette heure. Il joue pas au jeu, il regarde Twitch. J'ai acheté Regarder quelqu'un jouer à un jeu, c'est comme un sport. À la limite, je peux comprendre. Mais regarder un jouet qui se construit tout seul. Ouais, regarder quelqu'un jouer à un jeu, c'est comme un sport, mais la lutte, c'est pas un sport. Non. Jean-Éric, tu peux clairement mettre le pick-up en avant de ta blonde puis dire Optimus Prime transform! Et voir la face de ta blonde qui te juge pendant que le robot se construit, puis que toi, tu le regardes, genre, comme si c'était la plus belle chose de l'humanité. Ça fait 50 fois que tu le vois, puis tu trippes encore. Puis là, t'es tout content. Puis là, quand ta blonde, genre, passe à côté du robot, tu lui dis Optimus Prime, attack! Puis là, le robot prend une pause. Mais il y a une espèce de beauté que j'aime dans les Transformers, de voir des collections de Transformers de monde qui sont pas capables de les faire. Puis, tu sais, qui est encore à moitié robot, puis la porte n'est pas fermée. Ce qui était mon cas, là, la tête se clenche pas, fait qu'elle est comme un peu oblique, là. Elle n'est pas fermée, puis elle n'est pas ouverte. Elle est juste comme sur le côté. Le haut est époqué, il y a une lumière qui va à droite. Il manque une Jusqu'au temps que tu essaies de flipper la tête, puis tu forces trop, puis que là, ça fasse clic. La tête dans tes mains. Oh oui. Là, tu checkes la petite pile qui est cassée, puis tu fais comme ben, tabarnak. Hein, ça, ou ton Optimus Prime est en pause, la main en genre de rond, puis là, tu dis il est où son gun? Aucune idée, man. Je l'ai perdu. Je sais pas, il est où. Il est encore avec la position en train de tirer, mais pas de gun. Ça. Non, tous des problèmes que l'on a tous déjà vécus, mais honnêtement, c'est cool. Des problèmes majeurs, là. Non, mais honnêtement, il est hot. Il est vraiment hot. Puis juste de voir la face à ma blonde qui me dit combien t'as payé ça, puis que je lui annonce que c'est 700$ américains. Là. Ça a mis fin au projet. Ça a un petit peu mis fin au projet. Je te dirais que dans ma liste de priorités de choses à 700$ américaines, c'est loin. C'est loin. Allez, on va y aller avec les poisons. Qui veut commencer? Non, je vais y aller. Battez-vous pas. J'ai réussi à m'en trouver un de justesse parce que honnêtement, j'avais pas pensé en tout à ça cette semaine. Mais vas-y donc. Je vais y aller avec une série de chez Aftershock que j'ai fini la semaine passée. Ça s'appelle Miskatonic, donc ça fait référence à Lovecraft et le Cthulhu. Dans le fond, ça raconte un petit peu une enquête qui se passe à Innsmouth, donc avec avec Dagon et possiblement quelques profonds aussi. Ça se passe à l'époque, c'est au milieu des années 20, donc avec le FBI qui sont sous J. Edgar Hoover. L'auteur, il est allé avec une twist un peu différente. Il a voulu travailler sur une histoire qui est un petit peu plus féministe parce que on sait tous que M. Hoover était un grand défendeur de la femme. Mais tout à fait. Tout à fait. Ça fait que il a décidé de travailler. Comme tous ses contemporains en posant. Ouais, sauf que lui, il y avait quelques filles qui étaient dans son bureau, puis il s'en est débarrassé assez rapidement. Oui. Donc, ça travaille un petit peu sur ça. Donc, tu as comme une héroïne qui est là-dedans, puis tu as une enquête justement dans l'univers de Lovecraft. J'ai beaucoup aimé ça parce que c'est très Lovecraftien. Ça respecte vraiment l'essence de ça en amenant des sujets qui sont plus actuel. On voit même de Reanimator dans la série. Quand il s'appelle, c'est Adam... Herbert West. Herbert West, exactement. Herbert West. Donc, ça ramène plusieurs choses qui sont intéressantes là-dedans. Donc, oui, j'ai beaucoup aimé cette série-là. Encore une fois, Aftershock, c'est un autre petit studio qu'une fois de temps en temps, qui est Juice Car, que j'avais parlé, c'est eux qui l'avaient publié aussi. Okay. Donc,
tu trouves des petites affaires intéressantes là-dedans, c'est juste qu'il faut être capable de les sélectionner puis les trouver. Si vous aimez Lovecraft puis que vous voulez avoir quelque chose qui est un petit peu différent, qui est peut-être un petit peu plus hors champ, qui n'est pas une adaptation pure de ses œuvres, lancez-vous là-dedans, c'est vraiment le fun. Je vais y aller, moi, avant toi, Jean-Nic. Je vais vous parler, parce que Jean-Nic, ça te concerne un peu. On a pogné sur Amazon l'omnibus de Jeff Loeb et Tim Sale. Leur travail qu'ils ont fait sur Batman, sur DC. Donc, The Long Halloween, Haunted Night, Dark Victory. Et, ça sera ça mon poison, Catwoman When in Rome, que je n'avais jamais lu. Ça a sorti, je pense, quand j'ai commencé à suivre les comics. J'avais pensé le faire, puis finalement, j'avais abandonné, j'avais pas passé à la commande. Puis c'est un TP qui est super rare. Il est dur à trouver. Puis quand tu le trouves, il est cher. Il est vraiment fucking cher. Ça n'a pas eu un gros printing. Ça n'a pas eu... non. Pour les raisons que tu donnes, là, il est comme sorti sans grands éclats comme il faut. Puis, exact. Maudit que c'est hot. Et ça raconte finalement, lorsque dans Dark Victory, Catwoman quitte pour Rome pendant 6 mois. Et elle revient, puis là, on apprend le big twist dans Dark Victory que elle a peut-être un lien de famille avec Carmine Falcone. Puis bon, tu sais, il avait travaillé un peu déjà là-dessus dans Long Halloween. Puis, tu sais, il laissait des hints que ça se pourrait. Parce que Batman se pose toujours la question, chaque fois que je suis près de la famille Falcone, dès que je suis là, elle est tout le temps là, elle est en train de voler dans ses coffres-forts. Puis Loeb a fait de Catwoman, il a retconné la Catwoman de Frank Miller, mais dans le même univers. Tu sais, il a dit, OK, il en a fait une pute dans un quartier de marde. Moi, je vais me servir de ça. Elle va voler Carmine Falcone, puis elle va essayer de devenir une dame de société. Là. Elle va se servir de ça pour sortir avec Bruce Wayne, puis monter les échelles de classe sociale. Puis, dans le fond, ça raconte ce fameux 6 mois-là dans Dark Victory qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, à part avec le Sphinx, avec Edward Nygma. Honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. C'est super sympathique, c'est super cool. C'était pas essentiel à ma compréhension de l'univers de Loeb et de Tim Sale. C'était pas ce qu'ils ont fait de meilleur, mais un peu à l'image de Haunted Night, c'est une belle addition à tout ce qu'ils ont fait ensemble, qui reste quand même là, les 2 pièces maîtresses dans ce dossier-là. Ça reste Long Halloween, Dark Victory. On s'entend là-dessus, là, c'est indiscutable. Mais d'avoir ce petit chapitre-là que j'avais pas lu, puis d'avoir juste le sentiment de lire du nouveau que j'avais jamais lu. Ouais. Puis tu sais, j'en ai profité pour me taper l'omnibus au complet là, en passant. Là. Je me suis retapé l'omnibus au complet. Puis Long Halloween, on le dira jamais assez. Là. C'est quoi bon. Ça? Qu'est-ce que c'est bon? J'ai aucune idée c'est quoi. Sérieux, Alan, il va falloir que tu dises ça à un moment donné. J'ai déjà lu, mais j'ai totalement oublié. C'est ça. C'est Long Halloween. Puis, ce qui est triste, c'est que, je veux dire, tout le monde aime ça. Là, c'est une grande série, c'est super bien accueilli par tout le monde. Mais tu sais, Frank Miller, avec son Year One, il y a comme l'étiquette qui vient toujours, le monde se dit, quand j'embarque dans l'univers de Batman, aller lire Year One, ça va. Ça va de soi. C'est comme la première histoire que tu peux lire sur Batman, même si c'est pas la première affaire qui a été écrite, mais ça vient avec ça. Mais Long Halloween, c'est du Year 2. Ça a été écrit et pensé pour être une suite avec ce que Miller avait fait avec son reboot. On est carrément, quand le monde chiale, que des fois, t'es perdu dans Batman ou genre, on se fait encore raconter le début. Long Halloween puis Dark Victory, là, t'es dans les moments charnières où t'es plus pogné avec les débuts d'histoire de Batman, mais t'es pas rendu trop loin non plus. Là. T'es vraiment dans la création de certains événements. Il ramène tous les personnages qui étaient dans Year One, que ce soit le Commissioner Loeb, Flash, tous les policiers ripoux qui étaient dans Year One. Il ramène... Honnêtement, c'est véritablement une belle série. Puis l'omnibus, là, il est magnifique. Il est magnifique. Il est beau. Si jamais vous le voyez à pas trop cher, je pense que dans n'importe quelle bibliothèque, là, c'est un incontournable. Puis là, ça m'a donné le goût d'avoir celui chez Marvel. Avec Spider-Man Blue, Captain America White, Hulk Grey, puis Daredevil Yellow. Il y a un omnibus qui existe, puis honnêtement, ils m'ont donné le goût là, de mettre la main là-dessus. Donc, si jamais vous voulez revisiter ces classiques sous le format omnibus, là, honnêtement, il est juste superbe. Et Jean-Nic a des exemplaires à vendre maintenant qu'il a un omnibus. Alors, si vous voulez avoir Long Halloween ou Dark Victory... J'ai promis à ma blonde, en plus, quand elle l'a vu rentrer, elle dit, c'est pas Martin qui l'a commandé. Mais moi, j'ai réussi à m'en débarrasser des miens. Bonne chance. Là, si vous voulez Long Halloween ou Dark Victory, ça a l'air que j'en ai qui peut vous les vendre. Ouais, je vais les afficher. T'avais-tu Catwoman When in Rome? Je les ai en single. Ah, OK, c'est beau. Fait que tu l'avais déjà lu.
Ouais. OK. Mais malheureusement, je ne l'avais pas en TP. Mais c'est correct. C'est pas une grande histoire, mais c'est bon. Non, mais tu sais, c'est le fun d'avoir. Ben, c'est ça, c'est le fun de toutes les avoir. Et Jean-Nic, on termine avec toi. Je vais faire ce cas. En fait, tu sais, j'avais comme 3 poisons que je me relançais. J'étais là, je vais faire comme toujours. Je vais dire que je vais en parler de plusieurs. Non, je vais rien en parler d'un comme faux. Par contre, je vais rassurer les gens qui nous écoutent. La semaine prochaine, je vais avoir lu le Black Hammer World, volume 2. Fait que probablement que ça va être ça, mon poison. Fait que, tu sais, on n'a pas parlé de Jeff Lemire cette semaine. Attendez-vous à ce qu'on en parle. Attendez-vous à ce qu'on en parle. Honnêtement, ça va faire 2 ans que tu lis le même sacrement d'auteur. T'es pas écœuré. Et j'ai plein d'affaires à côté. Mais... Hey, ça fait 1 an que tout le monde a une vie plate avec la pandémie. Toi, t'as pas décidé de mettre de la couleur et aller voir ailleurs dans cette année-là? Hey, même moi, Alan a dit que j'ai perdu mes œillères. Tu sais, c'est pas pire, là. J'ai évolué comme personnage. Toi, je sais pas ce qui se passe. Ça tombe, puis quand on vieillit et on prend une expérience, là, à un moment donné, on se rend compte qu'il faut revenir aux valeurs fondamentales puis à ce qu'on aime. Puis le mire, il est bon pour me parler. On a passé 1h18 sans que t'en parles. Je peux pas croire qu'on n'a pas réussi. Ouais. Okay. Hey, j'en parlerai pas. Je vais vous en parler. Ben là, il est trop tard. Semaines, là. À moins que ce soit vraiment mauvais. Mais même si c'est vraiment mauvais, je vais ça va être bon pareil. Ben non, pas bon pareil. Mais tu sais, je vais vouloir faire mon grand talent. Tu vas vouloir l'excuser, tu veux dire. Comprenez-le. Il était ou le comparer. Tu sais, si j'aime pas ça, je vais essayer de lire autre chose de Jeff Lemire qui va être bon. C'est un puits sans fond de bonnes idées. De bonnes idées copiées ailleurs. T'es une mauvaise foi. Là. Le gars qui tripe sur Rob Liefeld. Laisse-moi tranquille. Bon, les amis, on revient. Alors, c'est quoi ton poison si c'est pas Jeff Lemire? Hey, je vais vous parler de quelque chose que j'ai... Je pense que j'ai jamais parlé de ça, des téléfilms. C'est quelque chose qui n'est pas très populaire. En fait, ça se fait plus beaucoup. Parce que j'ai découvert... Il y a eu The Stand qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ouais, mais même là, c'est des mini-séries. Moi, je parle vraiment d'un film fait pour la télé. Là, c'est compte style. Et ça s'appelle The Night Stalker et The Night Strangler. C'est 2 films qui ont donné naissance à une série télé des années 70 qui s'appelle Kolchak, The Night Stalker. Okay. Pour faire une histoire courte, là, ces téléfilms-là ça a été porté à l'écran par Richard Matheson, qui est un auteur qui a fait beaucoup dans le fantastique. On lui attribue son œuvre la plus connue, c'est I Am Legend. Okay. Qui a eu le droit à une 50aine d'adaptations. Le concept de Night Stalker, c'est qu'on suit un journaliste des années 70 qui tripe sur le paranormal puis qui est détesté d'à peu près tout le monde. Il s'estime tout le temps que son éditeur parce qu'il y a tout le temps des histoires à bracadabrantes puis ils veulent pas y sortir. Il s'estime avec la police parce qu'il voit des affaires qu'il devrait pas voir. Le gars, puis le personnage est drôle comme c'est pas possible. Moi, ça a été littéralement une découverte. C'est comme un James Bond. Genre, le personnage est plus grand que ça dans ce qui est. Il y a une espèce de chapeau de paille lettre, puis il porte habituellement des habits, soit bleu poudre, soit jaune. Mais où est-ce que t'as pogné ça? En fait, j'ai acheté les 2 Blu-ray parce que j'avais entendu parler que la série télé, qui est comme une série culte des années 70, elle a été rééditée à la fin de l'année. Puis la série est née des 2 téléfilms. Et là, j'ai écouté ça et j'ai capoté bien raide. Genre, pour vous dire, là, je suis en train de regarder parce que là, ils ont fait des BD au début des années 2000 sur le personnage, puis je veux me pogner les BD. C'est super drôle. Puis pourquoi j'ai appris à connaître ça, puis pourquoi c'est passé culte? Parce qu'en fait, le concept, là, c'est que dans le premier téléfilm, il y a des meurtres qui sont faits par un vampire, puis lui, il est comme tout seul à débattre ça, puis il faut qu'il chicane avec tout le monde. Puis finalement, il a raison, mais il perd sa job à la fin, il est repoussé dans une autre ville. Dans une nouvelle ville, là, il y a encore des meurtres, il travaille là-dessus, puis là, c'est comme un zombie immortel. Puis finalement, la série télé, c'est un peu ça que ça raconte. Ça reste ce journaliste-là qui travaille sur des cas étranges, puis qui essaye de faire sortir la vérité, puis qui est pas capable. Je sais pas si ça vous rappelle un concept de série télé. Un genre de X-Files cheap? Ben, exact. Ben, pas cheap. Genre, c'est étrangement, il y a beaucoup de budget pour un téléfilm des années 70, mais Chris Carter, le créateur de X-Files, le citait comme le truc qu'il avait. Il dit, tu sais, Chris Carter, en entrevue, a dit The Outer Limits puis Twilight Zone, ça a genre inspiré 10% de X-Files, mais Kolchak, c'est genre 30%. OK, quand même. Genre, c'est littéralement le personnage de Mulder, ouais, ben, c'est ça, avec une espèce de détective privé, comme on verrait dans genre le Faucon de Malte, ou un peu blasé, womanizer, un peu qui aime la boisson, mais
le personnage est tellement drôle, il y a tellement de réparties, tu sais, il y a personne qui est capable de l'arrêter de parler. Tu sais, il arrive sur une scène de crime, les policiers interrogent une victime, puis là, il arrive avec son Kodak, il pose des questions, puis là, la police essaie de le pousser, puis laisse nous faire notre job. Là, il est comme, ouais, mais vous la faites mal, votre job. Là, il pogne la victime, puis là, il va parler avec. Genre, il est tellement drôle, puis funny, que t'as pas le choix d'embarquer dans son univers, dans son trip, puis de le voir constamment, tu sais, bloqué par soit son publisher, soit la police en tant que telle, les paliers gouvernementaux. Puis en tout cas, j'ai pas encore écouté la série télé qui est née dans le fond des 2 téléfilms, mais genre, je suis charmé par cet univers-là. Ça a-tu bien vieilli? Parce que si tu me parles des années 70, des fois, c'est... Les Colombo des années 70, là, des fois... Ne vous bernez pas, là, ça vieillit absolument bien, les années 70, pas mal plus que les années 80-90. Genre, il y a une espèce de... Il y a une scène à un moment donné où il y a des policiers qui essaient d'intercepter le vampire, puis le vampire part à travers le trafic, puis il y a genre une moto de police qui prend le bord, qui revole, qui fesse un char. Puis, tu sais, je regardais ma blonde, j'étais là, tu sais, c'est genre, tu pourrais plus faire ça aujourd'hui. Là. Il y a littéralement quelqu'un qui s'est jeté à terre pour laisser la moto revoler, fesser quelque chose, hors champ, revenir, taper un char, tu sais. C'est vraiment cool. Genre, puis tu sais, le premier téléfilm dure 1h10, le deuxième, c'est 1h30. Tu sais, c'est super pas si pire, cool, là. Ça se prend bien. Je vous invite à découvrir le merveilleux monde de Kolchak, de Night Stalker. Ouais. Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Ça fait plaisir. Bye bye.